Hop là, c'est parti, c'était brutal. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien normalement? Je veux voir mes premiers messages dans le chat. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Khadija Zarouali. Bonjour. Salut. On fait semblant comme ça de se dire bonjour alors qu'on s'est vu toute la journée. Donc qui est journaliste au pôle... Ah oui, ça c'est sûr, ce sera pas comme à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais moi, je t'entends pas dans le micro, c'est normal. Ça c'est normal. Eux, ils nous entendent, D'accord. mais on s'entend pas dans le casque. Très bien. Voilà. Ah, c'est dommage. Sinon, ça nous aurait trop perturbé. Okay. Aujourd'hui, donc, on est avec Khadija qui est au service éco-social de Mediapart pour nous parler normalement des transports locaux et notamment en Ile-de-France. Mais évidemment, comme à chaque fois, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur son travail, sur son service, etc. Et puis, évidemment, là, en ce moment, il se passe 2-3 choses à l'Assemblée et hors de l'Assemblée demain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande manifestation et une journée de grève pour les retraites. Donc, ce sera aussi l'occasion d'en parler. Donc, pour les gens qui ne le savent pas encore, abonnez-vous. C'est l'émission Twitch de Mediapart qui a lieu tous les lundis à 19h. Donc, on alterne la présentation avec Anna Ferrer et moi-même. Et cette fois-ci, c'est moi, comme vous pouvez le voir, pour vous raconter donc les coulisses, vous faire rencontrer les membres du journal. La semaine dernière, c'était Gaëtan Lefebvre qui était donc qui est community manager, donc qui s'occupe des réseaux sociaux de Mediapart. Vous pouvez aller voir les replays sur YouTube. Et voilà. Donc, pour participer dans le chat, il faut être abonné à Mediapart sur Twitch depuis 10 minutes au moins. Ça évite quelques soucis. Et puis, il faut respecter les règles du chat, mais qui sont des règles assez communes en somme, c'est-à-dire de ne pas s'insulter, de ne pas dire de trucs racistes, sexistes, LGBT-phobes, etc. Et sinon, il y a Jade qui est à la modée, Jade Bourgerie, qui est sous le nom de Attire Larigot et qui se fera un plaisir de modérer ce chat. Donc on la remercie parce que elle fait ça tous les lundis soirs. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des petites nouveautés. On a réussi à virer les subs. Donc là, il n'y a même plus la possibilité de faire des subs. C'est ce qu'on voulait. Parce que comme vous le savez, Twitch appartient à Amazon. Amazon appartient à Jeff Bezos. Et on n'aime pas trop lui donner de l'argent. On pense qu'il en a bien assez. Et que si vous voulez soutenir cette émission, etc., vous pouvez vous abonner à Mediapart, presse libre et indépendante qui ne vit que grâce à ses abonnés. Voilà, première fois du chat où je mets Edoui. Toi, tu l'as pas entendu, là, mais il y avait Edoui. Oh. Tu veux que je le refasse? Ah ouais, oui, oui, quand même. On pose ce chat sous le... Ah oui. Voilà, ça va mieux. Donc je disais oui, abonnez-vous et puisque on est sur Twitch et pour cette émission spécialement, on vous a concocté une offre particulière qui est 1 mois de découverte parce que là on va vous parler de beaucoup d'articles, beaucoup de sujets et on se dit que c'est chouette si tout le monde peut lire ces articles, etc. et découvrir tout ce qui se passe et tout ce qui est à votre disposition sur Mediapart avec un abonnement gratuit d'1 mois, à savoir qu'il n'y a pas besoin de rentrer de moyens de paiement. Et que il n'y a pas de reconduction de cette offre après. Donc c'est un vrai mois gratuit. Donc il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de son? Ah oui, voilà, ça va, j'ai eu peur. C'est juste Edoui. Ah, vous n'avez pas eu le son de Edoui? Ça, c'est terrible. S'il n'y a pas le son de Edoui, dites-le moi dans le chat et on va essayer de régler ça un peu avec les moyens du bord. Parce que j'ai tout préparé un peu à l'arrache. Bon, vous me dites, hein, s'il n'y a pas les sons de Edoui, là, par exemple... on va faire quelque chose parce qu'on peut pas faire une émission sans Edoui. J'espère que cette fois-ci il va pas passer derrière nous 10 fois comme il l'a fait la semaine dernière. J'ai bien peur qu'il y en ait pas, mais on va vérifier. Ok, super. Bon bah je vais vérifier comment ça marche après. Et du coup ouais, je disais abonnez-vous tout ça. Peut-être je vais laisser je vais laisser peut-être Khadija se présenter le temps que je vérifie comment on bidouille tout ça. Je peux faire du blabla. Tu me racontes déjà ma vie, voilà, mon œuvre. Et moi je regarde en même temps. Je m'appelle Khadija, je suis journaliste à Mediapart depuis 2019. Voilà. Chaque fois. On l'a. Putain. Voilà. Et donc au pôle économie et sociale. Et donc, on s'occupe surtout du monde du travail. On fait parler les travailleurs de leurs conditions de travail. On fait des enquêtes sur les boîtes. C'est le privé, mais aussi le public. Voilà, en somme.
Donc, on ne fait pas que parler les gens, on fait des enquêtes, mais aussi on s'attarde sur les réformes qui touchent les travailleurs. Donc là, en ce moment, bien sûr, la réforme des retraites, mais aussi la réforme de l'assurance chômage, là, qui est entrée en vigueur il y a 5 jours. Voilà, donc ça, c'est notre travail au quotidien au sein du pôle économie et sociale, qui est juste là, à côté de notre petit plateau. Et donc, dans le pôle social, il y a Cécile Hautefeuille, qui est à Montpellier, qui est très spécialisée notamment sur l'assurance chômage. Il y a Dan Israël, qui est le chef qui chef et qui est aussi pas mal spécialisé sur la couverture des plateformes de l'uberisation. Ouais, et que vous avez vu. Monsieur Réforme Retraite aussi. Voilà, ouais, que vous avez vu il y a 2 semaines, puisqu'on l'avait reçu ici pour parler des retraites. Encore une fois, vous pouvez aller regarder le replay qui est maintenant sur YouTube et sur Mediapart. Voilà. Et il y a moi. Et puis il y a nos collègues qui couvrent l'économie. Donc Romaric Godin, Martine Orange et Mathias Tepo. On voit qu'il y a déjà des fans, il y a des gens qui disent merci pour les différents portraits de la série. Vieillir au travail, on y revient. Je vais tenter quelque chose. Peut-être ça va tout faire exploser, je ne sais pas. Mais peut-être ça va faire réapparaître les audios. Alors, vous me dites si vous m'entendez. Et si vous m'entendez, vous me dites si vous entendez Edoui maintenant. Abonnez-vous. Normalement, ça devrait être bon. J'attends un peu, histoire de pas parler pendant 3 heures si vous m'entendez pas. Oui, ça marche ? Ça marche, c'est fantastique. Bravo. Comme quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, avant de commencer tout à fait ce live, je voulais d'abord vous parler du sort de Mortaza Berboudi. Si vous suivez, abonnez-vous depuis un certain temps, et notamment depuis avant que cette émission s'appelle Abonnez-vous. On a le chat, mais on va pas avoir la capture. C'est la journée de tous les problèmes techniques. Bon, alors, on va faire un truc simple, c'est que je vais régler la capture d'abord, histoire de vous... What is Mastodon? Bon, c'est la journée de tous les problèmes. Hein. Alors, je voulais régler... Comment on va faire? Fichier, caméra, capture, voilà. Normalement, vous m'entendez toujours, mais vous ne me voyez pas. Et là, il va y avoir un miracle. Je l'espère. Valeur par défaut, non. Parce que ça va nous poser problème ensuite. Hein, si je le fais pas tout de suite. Aucune propriété disponible. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je suis un peu en train de paniquer. Tu veux que j'aille te chercher ? Non, ça y est. Mais voilà, c'est magnifique. Bon, j'ai réussi un peu à régler ça. C'est le bazar. On commence. Oui. Pause pipi sinon. Ouais, c'est vrai. J'ai un bouton normalement pour faire les problèmes, mais bon, c'est réglé. Donc je disais. Et là, on va être un petit peu sérieux. Je voulais vous parler du sort de Mortaza Berboudi, que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez cette émission avant qu'elle arrive sur Twitch, c'est-à-dire quand on était en live sur YouTube et que ça s'appelait les rendez-vous de Mediapart. On l'avait reçu à l'occasion des 14 ans de Mediapart avec Rachida El Azouzi pour nous parler. Le sujet du plateau, c'était documenter la vie sous le joug des talibans. C'était en mars 2022. Et il se trouve qu'il est désormais emprisonné donc par les talibans à Kaboul, en Afghanistan. Il y est depuis 30 jours et donc Mediapart a publié aujourd'hui ce billet de blog de RSF, cette tribune de RSF et 14 médias qui appelle à la libération du journaliste afghan Mortaza Berboudi détenu en Afghanistan. Donc évidemment, on souhaite bien du courage à sa famille, à ses amis et à ses collègues qui se battent sans relâche pour le faire libérer. Et si vous souhaitez faire tourner un maximum ce billet de blog, il est donc dans la partie blog de Mediapart, donc en accès libre. Donc n'hésitez pas avec le hashtag, le mot dièse, comme on dit, Free Mortaza. Voilà, on pense fort à lui. Et donc, on va continuer maintenant sur la revue de la semaine des différents articles qui sont sortis. Alors, on commence. C'est parti avec
un article de Mathieu Dejean et Amélie Poinceau. Faut-il restreindre la pratique de la chasse? Le débat à gauche, c'est donc un entretien entre deux personnalités de gauche, de Europe Écologie Les Verts et de LFI sur la chasse. Et c'est assez intéressant de voir des débats qui sont à la fois contradictoires, mais qui ont lieu normalement. Et c'est bien que ce soit sur Mediapart. Mediapart peut laisser la place à ce genre de débat. Ensuite, un article de Faiza Zarwala. L'État participe à rendre les femmes dépendantes de leurs conjoints. Une note de la Fondation des femmes publiée ce jour dénonce l'inégalité entre hommes et femmes face aux prestations sociales et aux impôts. Ces dernières sont défavorisées et contraintes de dépendre de leurs conjoints, en cause les règles administratives irriguées par une version patriarcale. On se rappelle que c'était un peu déjà le cas. Il y avait une affaire autour de l'aide, de l'allocation adulte handicapé l'année dernière qui justement traitait à peu près du même sujet. Eh bien, on voit grâce à cet article de Faiza que c'est assez généralisé. Ensuite, la suite de l'affaire Pellerin, donc de Antoine Rouget et Pascal Pascariello. Le député des Hauts-de-Seine, Emmanuel Pellerin, a-t-il bénéficié d'informations confidentielles en provenance du ministère de la Justice sur une enquête le visant? Un SMS qu'il a envoyé en septembre à son ami Thierry Solaire, conseiller politique d'Emmanuel Macron, sème le trouble. Donc c'est la suite de l'affaire Pellerin. On continue. Haro sur les drag queens. L'extrême droite invente une nouvelle menace pour les enfants. C'est un article de Maël Lecor. Harcèlement en ligne, pétition, tract à Bordeaux, Lamballe ou Toulouse. Des lecteurs tout public, tout public menées par des drag queens et des drag kings ont été prises pour cible par la fachosphère qui obtient l'annulation d'ateliers au motif qu'ils seraient dangereux pour la jeunesse. Cancel culture toujours. Et pas de là où on croit. Ensuite, on va arriver sur la question tranquillement des retraites par son porte-parole, Olivier Dussopt. Je sais pas si on dit Dussopt ou Dussopt, c'est Dussopt. Menacé d'un procès dans l'affaire des marchés truqués. Il se trouve que c'était une affaire qui était sortie sur Mediapart en 2020 et que là, ce qu'il se passe, c'est pas que Mediapart ressort cette affaire, c'est que le PNF, donc le Parquet national financier, a terminé son enquête et donc comme habituellement, ça prend 2 ans, etc. Et donc ils ont sorti ça. Donc voilà, c'est pas juste Mediapart qui a décidé d'embêter le ministre du Travail. C'est juste que... Ouais, vas-y, tu veux dire un truc? Oui, d'ailleurs, on vient tout juste de sortir, il y a 5 ou 6 minutes, un nouvel article de nos camarades du pôle enquête. Voilà, le document qui ruine la défense du ministre du Travail. Incroyable, Fabrice Arfi. Il y a pas longtemps, là, il y a quelques minutes. Ouais, exactement. Voilà. Olivier Dussopt. Dussopt. Je vais y arriver, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Dussopt cette fois-ci. Ok. Ensuite, on passe à la retraite. Donc, vous le savez, les débats ont commencé. À l'Assemblée là aujourd'hui. Et donc, on avait écrit donc le 31 janvier, retraite à l'Assemblée, la majorité accusée de traficoter le droit parlementaire au profit du RN. J'ai ma langue à fourcher. D'ailleurs, c'est un des débats qu'il y a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée sur, en gros, c'est savoir qui va faire passer sa motion référendaire. Est-ce que c'est l'EFN, donc évidemment sans les voix de la NUPES? Est-ce que ça va être la NUPES avant? Il y a une histoire de tirage au sort. Je vous laisse lire cet article de Pauline Grohl pour détricoter tout ça et comprendre ce qui se passe à l'Assemblée. Ensuite, réforme des retraites toujours, et ça, on va continuer avec la réforme des retraites parce que c'est le sujet du moment. Réforme des retraites et l'assurance chômage, deux faces d'une même pièce. C'est un article de Romaric Gaudin qui est également au pôle social et économique. Donc un article, la réforme des retraites n'est pas indépendante de celle de l'assurance chômage qui entre en vigueur mercredi 1er février. C'est bien plutôt son complément visant à discipliner le monde du travail au profit d'un système productif en crise structurelle. Voilà, un article de Romaric Gaudin. Ensuite,
retraite. Ça, c'est l'article qui a été fait le 31 janvier à la suite des deux manifestations, voire trois. Trois avec celle du samedi, parce que Dan Israël, donc le chef du pôle social, non seulement il couvre les manifestations la journée, et le soir il rentre et écrit un article de conclusion. Donc ça, c'est un des articles de conclusion de fin de manif. Donc retraite, les syndicats remportent la deuxième marche de façon éclatante. On sait que demain aura lieu peut-être la troisième marche le suspense est insoutenable de savoir si on sera encore plus nombreux dans les rues. Vous serez encore plus nombreux dans les rues. Retraite, le gouvernement doit retirer son projet injuste et brutal. Ça, c'est le parti pris qui a été écrit donc par la rédaction de Mediapart et Dan Israël et donc les Stéphane Aliès et Karine Fouteau, qui sont les, comment on dit, directeurs de publication. C'est ça? Non. Non, c'est les rédacteurs en chef. Voilà. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Exactement. La réforme voulue par Emmanuel Macron, la quatrième en 20 ans, ne fera aucun gagnant en faisant reculer l'âge de départ à la retraite. Les manifestants l'ont bien compris. L'obstination du pouvoir, prêt à passer en force, est porteuse d'un danger démocratique. Ensuite, retraite pour le gouvernement, la semaine de tous les dangers. Ça a été écrit donc le 5 février. Et donc, c'est cette semaine. C'est l'article qui raconte un peu ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui va se passer à l'Assemblée cette semaine. Et je voulais finir cette revue de presse par le communiqué des salariés, nous salariés de Mediapart en grève contre la retraite à 64 ans. C'est l'article qui a été écrit la semaine dernière donc par l'AG des salariés en grève, parce que dans Mediapart, comme vous le voyez, il y a évidemment des journalistes qui sont et des non-journalistes qui sont tous salariés et qui ont pris part à cette grève. Donc voilà, je tenais à montrer ce communiqué que vous pouvez toujours lire et qui sera complété demain par un article, parce qu'il y a aussi une grève demain, comme vous le savez. Je l'ai déjà dit 5 fois. Ensuite, on finit donc avec un article de la grande journaliste qui est à ma droite, Khadija Zerouali, Vieillir au travail. Donc là, c'est Moussa, 67 ans, et ouvrier Géodis. C'est une série du coup que tu as fait, et ça, c'est le premier sur 5 articles. Oui. Ok, les 5 sont publiés déjà? Oui. Exactement, et vous pouvez donc aller les lire. Est-ce que tu vas en parler un peu? Oui, je peux en parler. En fait, on a fait En gros, on s'est dit, la réforme des retraites, on en parle, on l'analyse de manière technique et c'est important. On a des portraits, des mini-portraits quand on couvre les manifestations. On parle du quotidien des travailleurs parce qu'en fait, cette réforme, elle interroge aussi beaucoup sur le rapport au travail, la pénibilité, etc. Mais on s'est dit qu'à un moment donné, ça serait bien de se poser et de donner en longueur la parole à ces travailleurs et qu'ils puissent raconter eux-mêmes en longueur et à la première personne leurs conditions de travail, leur rapport au travail et leur hâte d'arriver à la retraite. Et donc, du coup, on a pris 5 travailleurs et travailleuses et on leur a demandé de raconter à la première personne leurs conditions de travail, quand c'est qu'ils arrivent à la retraite, c'est quoi leur salaire, c'est quoi, est-ce qu'ils portent des choses lourdes, est-ce qu'ils peuvent partir à la retraite anticipée, etc. Donc, vous imaginez qu'ils n'ont pas écrit ces longs témoignages comme ça d'une traite, c'est des interviews qu'après moi, j'ai retranscrits en témoignages. Donc, on a essayé d'avoir un peu une diversité de personnes. Donc, il y a 3 femmes et 2 hommes. Il y a Moussa, donc, qui est ouvrier à Géodis. Par exemple, Moussa, je l'ai rencontré dans une manif contre la réforme des retraites. Géodis, c'est une plateforme logistique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ouvriers maintenant qui travaillent dans les plateformes logistiques. Ça représente à peu près un quart de la classe ouvrière. C'est beaucoup. Et en gros, il est vieux, il a 67 ans et pourtant, il travaille dans cet entrepôt qui lui a cassé les os. Enfin, il me raconte ses hernies, il a plusieurs hernies, donc il fait la liste. Il me montre sa main qui peut plus se fermer. Et en fait, il me raconte aussi la placardisation des ouvriers vieux. Okay. Donc en fait, il n'a plus physiquement la possibilité de travailler. Mais pour ne pas le licencier ou le mettre en incapacité, en fait, Géodis continue à le faire venir au travail sans lui donner de travail, en fait. Et donc, Moussa, je l'ai rencontré à une manif, et pas par hasard, c'est parce qu'en fait, il y a quelques mois, avec Dan Israël, on avait couvert une grève des salariés de Géodis qui s'étaient battus pour leur salaire, qui ont des salaires pas mirobolants, qui travaillent en express, puisqu'ils font de la livraison en express de colis, à des horaires de nuit. Voilà, il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été parce que c'est un entrepôt qui n'est pas protégé
convenablement. Les conditions de travail sont vraiment pas terribles. Ils portent des choses lourdes et en fait, ils sont cassés et c'est littéralement impossible de travailler comme ça à 64 ans. Bon, voilà. Donc là, je parle de Moussa, mais il y a une assistante sociale. Il y a une dame qui a fait tellement de métiers dans sa vie et qui s'est retrouvée à la retraite obligée de travailler parce que sa pension était vraiment toute petite. Elle était ridicule. Il y a Benoît qui a 67 ans, qui est chauffeur de bus pour Keolis. Donc, on parlera peut-être de Keolis après, et qui est pressurisé à la fois par les gens qui n'ont pas eu les bus auparavant, et donc c'est lui qui est en première ligne, et par ses chefs qui l'appellent à chaque fois qu'il a 2 minutes de retard. Et en fait, il a 67 ans et il ne peut pas partir à la retraite parce que sa carrière de styliste, parce qu'il était styliste auparavant, et il en parle avec toujours grande passion, des défilés de mode, etc., n'a pas été comptabilisé. Donc, en fait, il y a un problème. Hein. Il a contacté sa caisse de retraite en 2020 et il n'a toujours pas de réponse très claire sur où sont passées ces années de cotisation de quand il était assistant styliste, etc. Donc, en fait, c'est plein de portraits comme ça à la première personne. On s'était dit que c'était chouette pour personnifier un peu... Pour rendre un peu humain ces débats sur la réforme des retraites. C'est un débat qui concerne la vie des gens. Ouais. Voilà. Et donc, juste avant ça, on avait fait un article encore plus nous, on s'appelle le pôle du joie et de la bonne humeur avec ironie parce qu'on raconte que des choses horribles. Mais bon, le monde du travail, c'est pas que de la joie et de la bonne humeur. Mais bon, voilà. Donc, l'article d'avant, c'était un article sur les morts, sur les travailleurs morts avant d'avoir pu avoir leur retraite. Et donc là, c'est leur famille qui raconte, c'est leurs enfants, c'est leur mari, c'est leur femme, c'est leurs proches qui racontent toute une vie de labeur sans jamais avoir pu profiter de la retraite puisqu'ils sont morts avant, souvent cassés par le travail. Et il y en a même un des cas de cet article d'auparavant dont la justice a reconnu que c'était le travail en fait qui l'avait tué puisque c'est faute inexcusable de l'employeur sur la maladie qu'il a eue et qui l'a mené à la mort. C'était à ArcelorMittal. Voilà, et avec, on le voit, les belles illustrations de Justine Vernier, qui est également celle qui a fait toutes les illustrations pour cette émission. Alors, on va en venir d'abord. Une pensée pour ces gens qui disent que le travail, c'est la santé. Effectivement, Terence, je crois que ces articles le montrent. On va revenir à notre sujet initial, et puis ensuite, on pourra faire des allers-retours sur la question des transports. Oui. Est-ce que, donc, sur la question des transports, et notamment ceux de la RATP, on sait que c'était le bordel depuis septembre quasiment, peut-être même un peu avant. Ouais. Est-ce que tu as 2-3 trucs à redire là-dessus, à dire avant qu'on commence? Humblement, parce que je ne suis pas spécialiste des transports. J'ai juste écrit 4-5 articles dessus, mais je ne suis pas spécialiste. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que oui, en fait, il y a eu un gros problème dans les transports franciliens et les coupables sont à trouver dans plusieurs camps. Mais d'abord sur le constat. C'est-à-dire, en fait, on est arrivé avant septembre. En fait, ça fait plusieurs mois qu'on attend les métros hyper longtemps et que le réseau des bus est vraiment catastrophique. En fait, on peut attendre des bus en pleine région parisienne, en plein Paris, jusqu'à 15 minutes, 20 minutes. C'est pareil pour les transports de la seconde couronne qui sont gérés un peu différemment puisque l'ouverture à la concurrence a été faite pour eux en 2021. Mais sur les réseaux de bus gérés par Keolis ou Transdev, c'était aussi catastrophique parce que on pouvait attendre des bus très longtemps. Et donc, en fait, ce constat, il est fait par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour le faire. Il y a juste besoin de prendre le bus ou le métro ou le RER. Et en fait, c'est plus quand on se questionne sur pourquoi on en est arrivé là que c'est un peu plus compliqué. En fait, pendant le Covid... d'abord, avant de vous parler du Covid, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. C'est-à-dire que la RATP est un opérateur qui travaille pour le compte d'IDFM. IDFM, c'est la région, en fait. C'est l'opérateur, c'est l'autorité de régulation des transports de la région Île-de-France, puisque ce sont les régions qui sont en charge des transports publics. Donc, IDFM, qui est présidé comme la région Île-de-France par Valérie Pécresse. Ça, c'est Valérie Pécresse. Debout! Je m'entends, c'est normal ou pas? Je ne suis pas sûr. Ok, parce que je me dérange. Ah, attends, on va couper ton micro là. Voilà. Ah, voilà. Elle est fan de Valérie. Voilà, comme ça, je me reconcentre, désolée. Et donc, du coup... IDFM,
C'est Pécresse, Valérie Pécresse. IDFM est géré par Valérie Pécresse comme la région Île-de-France. Et donc, pendant le confinement, pendant la crise Covid, en fait, IDFM a baissé son offre. C'est-à-dire qu'elle avait un contrat avec la RATP sur un certain nombre de bus, sur un certain nombre de métros, sur la fréquence des RER. Et elle a décidé de baisser cette offre en se disant, en fait, c'est le Covid, donc les gens utilisent moins, la fréquence est moindre. Et donc, pour économiser de l'argent, il faut garder en mémoire qu'IDFM est vraiment dans la merde financière, et ça, on pourra y revenir plus tard. Mais pour économiser de l'argent, ils avaient besoin d'économiser de l'argent. Ils ont dit, on va baisser l'offre. Sauf qu'en fait, elle n'est jamais revenue à 100%. C'est-à-dire que pour l'instant, toujours pas, en fait, le contrat qu'il y avait avant 2019 n'est pas équivalent à celui qu'il y a maintenant. Donc, IDFM commande moins à la RATP. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la même chose sur les bus, les métros oui. et le RER. Oui. RER, c'est un peu différent. Alors, je peux te donner... Alors, vous voyez, je suis sérieuse, donc j'ai fait un carnet avec tous les chiffres afin de ne pas dire de bêtises. Et donc, la baisse de l'offre, je vais te dire exactement sur combien elle est, tu vois. En attendant, je réponds à Cropto. Non, la cagnotte Litchi, elle avait déjà faite pour sa campagne. Elle ne peut pas le refaire tout le temps. Donc, la baisse de l'offre, c'est une délibération du 11 octobre 2021. Et donc, sur cette délibération du 11 octobre 2021, on revient sur la baisse de l'offre qui est faite depuis le début du confinement. Et donc, on apprend qu'elle concerne 150 lignes de bus, 13 lignes de métro sur 16 et 6 RER et Transiliens. Tous les RER sauf le B, en fait. Ok. Le B qui est géré par la SNCF, c'est ça? Et la RATP, mais ça, on en parlera plus tard, sinon tu vas mélanger les gens. Ok. Tu vas mélanger tout le monde. Mais moi-même. Hein. Donc, en gros, IDFM baisse son offre pour faire des économies. Et elle la remet progressivement, mais elle n'est toujours pas remise à 100%. Donc ça, c'est côté Valérie Pécresse. Sauf qu'en fait, cette offre qui est commandée à la RATP n'arrive pas... La RATP n'arrive pas à la faire, en fait, parce qu'ils n'ont pas assez de machinistes. Alors, machiniste, c'est le terme RATP pour dire conducteur de bus. Donc, il y a un gros problème de recrutement sur les conducteurs de bus. Et en fait, quand tu n'arrives pas à recruter des conducteurs de bus, tu es emmerdé sur toute la ligne. Parce qu'en gros, l'idée à la RATP, c'est que tu commences conducteur de bus et après, tu deviens conducteur de métro et conducteur de RER. Ça, c'est la promesse de l'embauche à la RATP, c'est que tu peux avoir une évolution comme ça. Promesse qui va être cassée par la perte du statut à l'ouverture de la concurrence, mais là encore, on ne va pas mélanger les gens, on reste dans notre sujet. Donc, en fait, si tu manques de chauffeurs de bus, tu manques de tout. C'est catastrophique pour toi, tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve en septembre avec un quart de l'offre de bus qui n'est pas réalisée par manque de chauffeurs, ce qui s'ajoute à la baisse de l'offre déjà effective. Okay. C'est bon, tout le monde nous a suivis? Moi, oui, en tout cas. Et sur la baisse de l'offre, c'est un petit peu galère d'écrire sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse opacité sur les chiffres. Quand on demande à IDFM, tout simplement, nous avons la délibération d'octobre 2021, par exemple, où on sait que la baisse de l'offre, elle est effective sur tant de lignes de métro, de bus, de RER. Qu'en est-il aujourd'hui? Ils nous donnent des chiffres très globaux. Et quand on insiste beaucoup, et moi j'insiste beaucoup, ils nous donnent des tableaux qui sont pas du tout lisibles, parce qu'en fait, ils te donnent par kilomètres commerciaux. Et en fait, ils amalgament tout, sauf que comme il y a des nouveaux arrêts, en fait, ils amalgament ça et tu n'arrives pas à savoir si réellement l'offre est au même niveau que ce qu'elle était en 2019. En réalité, non. En fait, il y a une espèce de jeu de dupes comme ça, où en fait, la IDFM fait tout pour ne pas assumer sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans le chaos des transports franciliens. On nous demande, non, mais c'est juste, il y a des petites questions. Là, on dit machiniste, c'est pas pour ceux qui opèrent les métros et les RER. Donc, non, c'est juste pour le bus. Alors, il y a Cropto qui te dit, c'est très clair. Bien, merci. Pourquoi les pauvres votent à droite? Ça, c'est un autre sujet. Alors, hop, et là, on repart sur les services publics, la grève, etc. Très bien. Okay. Est-ce que... J'ai plein de trucs à dire, mais peut-être... Non, mais vas-y. Hein. Après, je lirai l'article que tu as écrit. Qui explique ça, voilà. Ouais. Tu peux le lire maintenant. Je fais la lecture, et après, on revient à toi. Et là, je vais mettre celui-ci. Je m'en sors pas du tout aujourd'hui. Hein. Voilà. Et je vais prendre ton micro. Pardon. Alors, pénurie dans les transports franciliens, la région et la RATP en pleine guerre des nerfs.
D'un côté, l'autorité régionale chargée des transports baisse la commande pour faire des économies. De l'autre, la régie ne parvient pas à remplir sa part d'un contrat déjà amoindri et au milieu des usagers démunis qui restent sur le quai. Khadija, t'hésites pas à me couper à des moments si t'as des trucs à ajouter. Et j'y vais. Des rames bondées, des temps d'attente de plus en plus longs, des bus qui ne passent pas, des conducteurs et conductrices qui manquent à l'appel. Depuis cet été, nombre de franciliens et franciliennes ont raté des rendez-vous médicaux, des entretiens d'embauche, des rencarts à cause des dégradations du service public de transport. Et pour cause, à la veille de l'ouverture à la concurrence, la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, coule. Pour rappel, à partir de janvier 2025, le marché des bus de Paris et de la Petite Couronne sera ouvert au secteur privé, lot par lot, puis progressivement, la privatisation concernera l'ensemble des transports publics d'Île-de-France à horizon 2040 pour les métros et les tramways. La RATP se positionne déjà comme l'un des acteurs importants du marché et compte bien garder la main sur plusieurs lots, notamment de bus, alors même qu'elle manque déjà cruellement de conducteurs et de conductrices et qu'une partie de celles et ceux qui sont déjà embauchés démissionnent. Il ne reste plus assez de machinistes pour conduire les métros, les RER, mais aussi et surtout les bus qui passent moins régulièrement quand ils ne sont pas simplement annulés, sans que les voyageurs et les voyageuses ne soient tenus au courant. Selon les... Ouais, tu veux ? Ça, par exemple, c'est une erreur, désolée. Je marque, il ne reste plus assez de machinistes pour conduire les métros. Non, en fait, les machinistes, c'est vraiment que les bus. Donc, j'aurais dû marquer, il ne reste plus assez d'agents, mais à culpa, voilà. C'est bien, on a des précisions en live. Je disais, selon les chiffres de la région Île-de-France, plus d'un quart du service commandé à la RATP Bus n'a pas été honoré au mois de septembre. Effectivement, hein. Moi aussi j'ai le retour, je sais pas d'où ça sort, mais c'est peut-être derrière, ils nous écoutent. La photo d'émission, la direction refuse de nous communiquer les chiffres, avance Chemil Kaigizi, je sais pas si je le dis bien, secrétaire général CGT du réseau des bus de la RATP. Mais nous voyons beaucoup de collègues démissionnant dans les centres de bus et ça se voit rapidement sur les lignes. Ils vont se retrouver sans chauffeur, plus personne ne voudra venir travailler à la RATP. Auprès de Mediapart, la RATP assure que le nombre de démissions a effectivement augmenté sans que ce soit significatif pour autant. Pénurie de chauffeurs à la RATP. Donc là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Du côté des syndicats, on fait remonter que cette cascade de démissions au 1er août 2022, date à laquelle les contrats des conducteurs ont été modifiés pour coller de plus en plus au cadre social territorialisé qui s'appliquera à l'ouverture de la concurrence à partir de janvier 2025. Dans le détail, ils se sont vus imposer de travailler 1 heure de plus et redoutent que les horaires ne s'allongent encore et toujours sans leur accord, ce qui pousse celles et ceux qui hésitaient encore à quitter le navire, à quitter le navire plus rapidement. Ouais. Je peux faire une actualisation ou c'est relou ? Ouais, vas-y. Alors, je fais une actualisation de ce papier parce que, donc je sais pas quand c'est qu'il était publié, mais c'était fin de l'année dernière. C'était, on va te le dire. Ouais, 4 novembre 2022. Donc 4 novembre 2022, la RATP arrive pas à recruter, donc comme ce qu'on vient de dire. Ça n'empêche pas la RATP d'aggraver les conditions de travail des gens qui travaillent, notamment des machinistes, puisqu'ils leur ajoutent 1 heure sans leur accord. Donc ça, quand je dis sans leur accord, c'est-à-dire sans l'accord des syndicats représentatifs. Donc, c'est une décision unilatérale de l'employeur, de l'ancienne PDG. Et depuis que Jean Castex est devenu PDG, il y a eu un nouvel accord sur les conditions de travail des machinistes. Alors, je vous la présente des 2 versions. Version RATP, on a payé... Version... Debout c'est plutôt Jean Castex. Jean Castex. Voilà. Version RATP, on a augmenté les gens de 372 € bruts par mois. C'est quand même... important, on aura plus de machinistes, vous inquiétez pas, on aura moins de problèmes sur le réseau. Version syndicat et notamment version CGT qui n'a pas signé l'accord, c'est que c'est les salariés eux-mêmes qui vont payer ces 372 € bruts par mois, puisqu'en fait on leur enlève 6 jours de congé. Ça fait 120 heures de travail annuel en plus.
Donc, en fait, c'est travailler plus pour gagner plus. Et c'est, comme le disait Sarkozy, et c'est surtout se rapprocher du cadre social territorialisé qui sera le contrat, on va dire, type appliqué lors de l'ouverture à la concurrence qui aura lieu en janvier 2025. Donc, ce que j'écrivais là il était vrai, mais c'est encore plus vrai actuellement puisqu'il y a eu une deuxième modification du contrat des machinistes qui les fait travailler encore plus alors qu'ils travaillent déjà le week-end, le soir, les jours fériés, les Noëls, etc. etc. Voilà. Merci pour ces précisions. Allez, je continue ici. Un agent qui rentre aujourd'hui à la RATP est payé 1 500 € avec des grandes responsabilités, une pénibilité accrue, des horaires décalés, parfois de nuit, parfois le week-end, poursuit le CGTiste. S'il n'augmente pas les salaires, c'est qu'il n'améliore pas nos conditions de travail. On va continuer à manquer de conducteurs. En octobre, dans ce qui ressemblait à une tentative désespérée, la direction de la RATP a mis en place une prime à la présence de 100 € bruts pour un mois sans absence, 250 € pour 2 mois consécutifs et 450 € de prime pour 3 mois de suite. C'est assez intéressant, n'est-ce pas ? La prime est accordée à tous ceux et celles qui ne poseront aucun congé maladie, aucun jour de grève et aucun jour d'absence pour s'occuper d'un enfant malade. Pire, dans la note datée du 13 octobre que Mediapart a pu consulter, il est aussi précisé que toutes celles et ceux qui poseront des jours de congé suite à un accident de travail ou une agression ne percevront pas la prime. Une provocation de plus, souffle Chemil Kaïgizi, je vais jamais y arriver. La RATP explique que la prime visait notamment à contrer l'augmentation des arrêts maladie dans ses rangs. Par cette mesure spécifique, l'entreprise souhaite saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs de bus présents à leur service dans cette période d'exploitation très difficile, indique-t-elle. Mais elle ne répond pas lorsqu'elle est interrogée sur les raisons qui pourraient expliquer cette multiplication des arrêts maladie. La situation pourrait pourtant traduire un sérieux mal-être des machinistes de l'entreprise. Pour faire des économies, la région baisse ses commandes à la RATP. Donc ça, c'est un peu ce que tu disais au début, hein. Peut-être on va passer ce paragraphe ou pas. Oui. Ouais, c'est ce que tu disais tu l'as déjà expliqué sur le Covid, etc. Voilà. Donc, on a décidé avec Île-de-France Mobilité d'alléger l'offre d'environ 10% en moyenne à compter du 1er septembre. Ah non, mais ça, par contre, il faut que tu le lises parce que c'est très marrant. Moi, ça me fait marrer les trucs à RATP, IDFM, j'ai un humour particulier, mais tu peux lire ça parce qu'après, à la fin plus tard dans l'article, j'explique le grand foutage de gueule quand je les ai appelés pour les interroger. Tu vois, c'est magique. Alors que j'avais l'enregistrement, hein. C'est fou. Ok, donc malgré le ralentissement de la pandémie, cette politique de la baisse de la commande se poursuit toujours. Mercredi 2 novembre, Jean-Yves Leclerc, directeur général par intérim de la RATP, devant la commission des transports de la région Île-de-France, a affirmé qu'au 1er septembre 2022, la RATP et IDFM étaient convenus d'une nouvelle baisse de la commande sur le réseau de bus pour répondre au manque de chauffeurs et de chauffeuses. On travaille là-dessus, main dans la main, avec notre autorité organisatrice, IDFM. On a décidé avec Île-de-France Mobilité d'alléger l'offre d'environ 10% en moyenne à compter du 1er septembre, a-t-il déclaré. Ce n'est pas notre offre contractuelle, on est toujours engagé sur 100% de ce qui a été commandé, mais on s'est mis d'accord avec IDFM pour réorganiser ligne par ligne les fréquences, pour lisser au mieux l'impact pour les voyageurs et éviter d'avoir des intervalles trop longs entre les bus. Malgré ce qu'affirme régulièrement Valérie Pécresse, l'offre des transports n'a donc pas été ramenée à son niveau de 2019. Et la dernière décision d'IDFM, qui date d'octobre 2021 et que nous avons pu consulter, ne cache pas le but de la région, faire des économies. Car IDFM est dans une mauvaise passe. Il y a peu, Valérie Pécresse rappelait qu'il manquait 950 millions d'euros à l'autorité organisatrice des transports. Nous avons déjà 500 millions d'acquis, que ce soit en économie interne, en contribution des collectivités locales et les opérateurs ont rendu un certain montant de leur contrat à IDFM. Il nous reste 450 millions à trouver. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État. Donc après, on a une vidéo. Est-ce qu'on a besoin de la mettre ?
Non, c'est Valérie Pécresse qui dit ce que tu viens de dire. Très bien. Le sous-texte est clair. Si le gouvernement ne vient pas à la rescousse de la collectivité, ce sera aux usagers et aux usagères de payer plus cher leur passe Navigo. Et C'est ce qui s'est passé. spoiler alert, ça s'est passé. Hein, Le pass Navigo, il est à 84,10 €, Ah. quand avant, il était à 75,20 €. C'est ça. Et il va encore augmenter l'année prochaine, il me semble, pour arriver à 100 €. C'est-à-dire que c'est une première année, une deuxième année, non, c'est pas ça? Ah, pas que je sache. Ah, ok, je croyais. Non, en fait, ils avaient menacé 100 €. Ah, ok, d'accord. Et finalement, comme l'État leur a donné, mais pas suffisamment, ils D'accord. ont fait, tu vois, Ok. 84,10 €. Eh ben, c'est très clair. RERC, complet à 102%, mais 33 trains. Attends, je vais regarder. Est-ce que ça dit des choses dans le chat? Déjà, ça marche. On est désolé, il est long cet article. T'as bloqué les messages inconnus, s'il te plaît. Bon, je ne comprends pas bien, mais s'il y a des problèmes dans le chat, je crois que Attire Larigot pourra. Alors, si on rétropédale et on en revient aux anciens. Alors, c'est bon, il y a des messages modérés. 100 € par mois, c'est un appel à la fraude. À ça, on ne vous conseille pas de frauder, hein, c'est très mal. RERC complet donc à 102%, mais 33 trains en moins chaque jour. Dans le détail, la décision d'octobre 2021 d'IDFM aboutissait à un allègement de l'offre sur à peu près 150 lignes de bus, sur 13 lignes de métro sur 16, sur 6 lignes de RER et de Transilien, ainsi que sur 4 lignes de tramway. Cette décision vaut encore jusqu'à la fin de l'année 2022. Par exemple, sur le RERC, en septembre dernier, le niveau de fréquentation par rapport à la période pré-Covid est de 102%, selon les chiffres même d'IDFM. Donc ça, pour expliquer, c'est en gros, si tu prends les usagers de 2019 et ceux actuellement, ceux actuellement représentent 102% de ceux de 2019. Donc, Il y en a plus. ils sont revenus et il y en a un tout petit peu plus. Ok. Donc tous les usagers et usagères sont donc revenus, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais on l'a avec ta voix, c'est encore mieux. Et pourtant, l'offre est toujours abaissée. Selon les administrateurs d'IDFM, issus de l'opposition, composés d'élus régionaux de gauche et d'un représentant des usagers, il manque aujourd'hui encore 33 trains par jour sur cette ligne sur 509. Une vingtaine à cause de la baisse de la commande d'IDFM et 13 autres par manque de conducteurs et de conductrices RATP. Le RERC n'a subi aucune réduction aux heures de pointe. Par ailleurs, la ligne C n'était pas saturée en 2019, assure cependant IDFM à Mediapart, renvoyant vers un document indiquant que la région a bien commandé moins de RER en 2022 qu'en 2019. 23 de moins chaque jour, plus précisément. Et donc là, on a le tableau, les données communiquées par IDFM. Oui. Peu importe la réalité des chiffres, quand on la questionne sur l'affaissement du service public du transport, la région a beau jeu de contourner la question de la baisse de la commande pour mieux pointer du doigt la RATP, incapable de remplir ses objectifs, faute de conducteurs et de conductrices. Mais IDFM n'assume jamais sa part de responsabilité. Notre représentant et plusieurs élus d'opposition ont demandé le retour à l'offre normale, mais pour le moment, Valérie Pécresse ne veut pas bouger. S'agace Marc Pellissier, président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France. Voilà, et c'est pas l'opposition communiste qu'on entend d'habitude sur le débat. C'est une association d'usagers assez classique, qui prend pas de position trop radicale et tout. Donc, même si eux disent ça, quoi. Il joue à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, poursuit Fabien Gallo-Bataille, conseiller régional communiste pour le coup d'Île-de-France et administrateur d'IDFM. C'est bien de s'amuser, mais on parle des conditions des transports terribles. La RATP et IDFM sont deux bateaux qui sombrent et qui, en coulant, s'accusent mutuellement d'avoir troué la coque de l'autre. Dans cette partie de poker menteur, tous les coups sont permis. Des lettres de Valérie Pécresse à la RATP et inversement qui fuitent dans la presse, des tweets vengeurs où la région impute le naufrage à la RATP, des déclarations en conseil régional toujours plus virulentes. Et au milieu, les agents et des usagères exaspérés de voir que les deux entités ont organisé le désordre, se renvoient la balle quand il s'agit de répondre à celles et ceux
qui sont restés sur le quai. Un affrontement politique. Ouais, hein, c'est un peu long parce que en plus je suis fatigué donc j'ai du mal à lire. Ouais. Mais j'espère que ça va à vous de votre côté. Faut m'encourager, hein, j'ai pas fait ça depuis longtemps. Un affrontement politique jusqu'à l'absurde. Je peux résumer, hein, si c'est trop long. Si tu trouves que c'est chiant. Je trouve pas du tout que c'est chiant. Tes articles sont jamais chiants. Oh. Mais peut-être que j'ai peur que je pense que ça soit plus clair si tu expliques que. Ben moi, là, en dans ce lisant. paragraphe, en fait, j'explique justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'imbroglio des 10%. Donc, en gros, tu as la RATP et IDFM qui se mettent d'accord pour baisser l'offre sur les bus de 10% parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est le PDG, le directeur général par intérim, avant que Jean Castex arrive, qui le dit. Et il le dit pas n'importe où ni devant n'importe qui, il le dit devant les administrateurs IDFM, donc ceux qui gèrent IDFM, qui sont des conseillers régionaux d'opposition et de la majorité, et devant donc Valérie Pécresse, devant IDFM quoi en fait. Et donc moi j'ai un enregistrement de ça. Et j'ai un enregistrement où il dit nous avons baissé l'offre de 10% avec IDFM. Et donc moi j'appelle IDFM et je leur ai dit mais enfin c'est bizarre parce que Valérie Pécresse elle dit partout que l'offre est revenue à 100% et vous avez le PDG, enfin le directeur général par intérim qui n'est pas n'importe qui de la RATP qui dit non nous en accord on a baissé de 10%, donc qu'est-ce que cette affaire? Et je me retrouve dans une situation complètement ubuesque à assurer que j'ai bien compris la phrase, à lui répéter toute la phrase en entière et le conseiller communication d'IDFM qui me dit non je vous assure ça ne s'est pas passé et qui dément catégoriquement. Donc moi je rappelle la RATP, je leur dis bon ça m'étonnerait mais est-ce que par hasard votre directeur général par intérim se serait-il trompé sur l'ensemble de son paragraphe parce que c'était pas une phrase, hein, c'était un paragraphe. Ils me disent non c'est bien ça. Et donc en fait voilà c'est ce que je dis, c'est que en fait ils sont dans une partie de poker menteur qui est vraiment politique. Entre eux en fait on a des usagers et des agents qui sont dans une situation très compliquée parce qu'en fait ça c'est des mamans qui arrivent pas à l'heure pour aller chercher leurs enfants après le travail, c'est des travailleurs qui arrivent tellement en retard qu'après en fait ils ont des blâmes voire ils sont licenciés, ce sont des travailleurs qui parce qu'ils habitent sur la ligne B ou sur la ligne 7 etc se voient refuser des emplois parce que tu comprends si tu habites sur la ligne B en fait c'est chiant, tu vas tout le temps arriver en retard, je t'embauche pas toi, enfin, c'est des catastrophes, c'est des rendez-vous amoureux ratés, tu vois, c'est des rendez-vous amicaux ratés, enfin, c'est la vie des gens. Et eux, ils sont en train de jouer une partie de poker menteur totalement politique. C'est assez indécent, quoi. Et donc, c'est ce que j'explique là. Je le fais pas tout le temps d'expliquer le derrière des articles. Mais là, en fait, des gens qui montent quand même sur des enregistrements à plusieurs reprises pour ne pas assumer leur part de responsabilité dans la catastrophe que deviennent les transports franciliens, c'était quand même un peu abusé. Donc, je l'ai raconté, quoi, voilà. Très bien. Donc là, bon, tu n'es pas obligé de tout lire, mais là, IDFM sont très flous sur les chiffres, ils nous envoient des tableaux lapidaires, mais c'est pas qu'à nous, c'est aussi aux administrateurs IDFM, donc c'est quand même un gros problème. IDFM est donc celle qui organise au nom de la région les transports publics. Les administrateurs sont ceux qui gèrent IDFM et eux-mêmes n'ont pas accès aux chiffres exacts sur le retour de l'offre, etc. Donc, gros problème. Ils nous envoient, ce que j'explique là, c'est qu'ils nous envoient des tableaux autant à la presse qu'aux administrateurs en kilomètres commerciaux qui sont des masses de kilomètres qui ne veulent rien dire. Donc on ne sait pas s'il y a un retour de l'offre sérieux. Voilà. Après, bon, je suis désolée, les articles sur les transports, c'est un peu long parce qu'il faut expliquer pas mal de trucs, mais voilà. Donc oui, ben, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait Martine Aubry. Allez, on cite Martine Aubry. Parce que voilà. Bon voilà, donc j'explique un peu la guerre des nerfs entre ça c'est Fabien Guillaume Bataille qui dit qui dit ça. Qui est un administrateur communiste d'IDFM qui est à fond sur les questions de transport. Nous vous demandons systématiquement à connaître les détails de la commande passée par IDFM, bassin par bassin, ligne par ligne, et IDFM refuse de nous la donner alors que nous sommes administrateurs. Les services de Valérie Pécresse refusent de répondre. Ils ne retiennent plus leur coup contre la RATP. IDFM a transmis à Mediapart une lettre envoyée par Valérie Pécresse au directeur général de la RATP mercredi 2 novembre. Elle y demande une fois de plus à la Régie des transports d'assurer sa part du contrat sur les lignes 3, 6, 8, 11, 12 et 13 du métro. Elle s'y inquiète aussi de la propagation du manque de conducteurs au réseau de métro alors que
vous nous aviez affirmé que ces difficultés concernaient exclusivement le réseau de bus. Pour reprendre la direction de la RATP, Emmanuel Macron a nommé son ancien Premier ministre Jean Castex, qui devrait prendre la place du PDG après une batterie d'audience. Donc ça a eu lieu, ça a été fait. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a autorisé la nomination, mais a émis plusieurs réserves. En pleine crise des transports franciliens, le nouveau dirigeant ne pourra solliciter ni Matignon, ni l'Élysée, ni même le ministre des Transports jusqu'en 2025 pour éviter toute collusion. Voilà, sur le sujet de l'ouverture à la concurrence, qui est un gros sujet quand même. Bon. Mais ils vont trouver des subterfuges. Et ça n'empêchera pas Jean Castex d'échanger avec le ministre des Transports. Imagine déjà le responsable CGT, Chémil Kaïgizis. Ouais, j'aurais dû me préparer avant. On ne se fait aucune illusion sur ce qu'il va faire à la tête de la régie. Il vient dans un seul but, continuer la casse de l'entreprise publique. Sa feuille de route est déjà dessinée. Garder les machinistes en place et attirer de nouveaux conducteurs et conductrices sans faire exploser la masse salariale afin de maintenir la compétitivité de la RATP dans l'optique de l'ouverture à la concurrence en 2025. Un cap qui paraît impossible à tenir pour le capitaine empêché d'un navire en pleine tempête. Voilà. C'est ça. Mais du coup... il y a eu des actualités depuis parce que c'est un article qui date de la fin de l'année. Mais je vais vous schématiser pour pas vous embêter trop longtemps avec ce sujet. Mais en somme, Valérie Pécresse a mené toute une campagne politique pour dire les transports publics franciliens, c'est aussi la France. C'est injuste que tous les coûts des transports publics franciliens, qui est avec Paris, la capitale, etc., pèse uniquement sur les épaules de la région. Il faut que l'État nous aide sérieusement. Et donc, pendant plusieurs semaines, il y a eu un affrontement politique où Clément Beaune, le ministre des Transports, disait non, en fait, c'est votre responsabilité, vous avez fait des choix, vous n'êtes pas une bonne gestionnaire, donc débrouillez-vous maintenant. Jusqu'à la fin, elle avait une espèce de chantage qu'elle faisait, qu'elle disait en fait, elle disait à l'État, soit vous m'aidez, soit j'augmente le pass Navigo. Parce que de toute façon, nous sommes en déficit. Et c'est vrai qu'IDFM a un déficit qui est assez important. J'ai les chiffres là. La dette d'IDFM fin 2023, c'était 11,6 milliards. Donc c'est important. Sa note a été dégradée par exemple par les agences de notation. Donc voilà, IDFM était dans une impasse. On l'a expliqué ça après dans des articles avec Ilyes Ramdani du service politique sur pourquoi l'impasse financière d'IDFM et comment IDFM s'est retrouvé dans cette situation. Je vous fais pas le résumé, mais en gros c'est aussi parce que Valérie Pécresse a mal géré les finances, Valérie Pécresse et ses équipes. Mais bref, elle disait, écoutez, maintenant on est dans cette situation, c'est soit ça, soit... qui demande pour combien de recettes par an? Est-ce que tu as cette info ou pas? Je l'ai dans mon portable. Je regarde après, je lui réponds. Ouais, il y a Kikouiv qui nous dit bonsoir, il est en retard à cause du RER. Ah, ça s'invente pas. Et où j'en étais? Donc en fait, Valérie Pécresse dit, soit vous me donnez de l'argent, soit j'augmente le pass Navigo. Comme ils lui ont pas donné assez d'argent, elle a quand même augmenté le pass Navigo, mais pas à 100 €. Qui était le chantage initial, mais à 84,10 €, ce qui est quand même une augmentation quand même importante pour un service dégradé. Oui, c'est ça, c'est que c'est même pas pour le même service, c'est que c'est en plus au moment où tout le monde est... C'est un service dégradé pour les deux raisons qu'on se disait tout à l'heure, la baisse de l'offre, mais qui aujourd'hui est plus très importante parce que à chaque fois ils rajoutent un petit peu à l'offre, mais c'est aussi parce que plus personne ne veut devenir machiniste. Plus personne ne veut conduire de bus parce que les conditions de travail à la RATP sont dégradées et ne cessent de se dégrader au fur et à mesure qu'on avance vers l'ouverture à la concurrence qui est au 1er janvier 2025. Il est difficile de savoir à qui la faute d'un point de vue extérieur, dit Ubique. C'est un peu ce que tu détricotes c'est ce que je dis, là. C'est un peu nuancé. Est-ce que la dégradation des transports, c'est juste en Ile-de-France ou dans les autres villes aussi? En fait, ce que je disais à Tariq juste avant, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les transports franciliens et j'en suis désolée, il faudrait qu'on fasse des articles sur d'autres régions, mais c'est juste que c'est pas ma spécialité première, donc voilà. Mais on a quand même fait un article sur les RER régionaux, qui était donc la grande idée
la grande fausse bonne idée de Emmanuel Macron sur YouTube. Donc, vous savez, là, il fait des vidéos face cam sur YouTube où il donne des idées. Et donc, il a dit que ce serait une super idée de faire des RER régionaux. Donc, à cette occasion, avec Dan Israël, qui est donc aussi journaliste au pôle économie et social, on s'est penché rapidement sur l'état des transports publics en France. On s'est dit, OK, il propose ce super truc qui brille et qui a l'air super, mais en fait, ça a été fait sans concertation, c'est annoncé sur YouTube. On ne sait pas d'où ça sort. Il nous dit sur 10 villes qu'il va installer ce RER régional sur 10 villes. On ne sait pas lesquelles. Donc, c'est quand même un peu flou. Et surtout qu'en fait, il annonce ça alors que depuis des années, il y a des projets locaux qui stagnent, qui sont portés par des maires, par des présidents de région pour améliorer le transport. C'est aussi pas une idée neuve, puisque c'était une idée qui était déjà dans la loi orientation mobilité de 2019. Mais surtout, en fait, on s'est rendu compte que les transports publics ne cessent de se... Comment dire ? De se... La qualité de service, elle est moindre en fait, et depuis des années en France. Par exemple, selon une enquête de Investigate Europe, qui est un consortium de journalistes avec lesquels on travaille, en longueur de ligne ferroviaire en France, on est sur moins 13,4% depuis 20 ans. Et c'est pas un hasard si en parallèle, sur la même période, donc sur les 20 dernières années, la longueur des routes pour les voitures a augmenté de 11%. Donc, en fait, le transport public en France ne cesse d'être détruit par les décisions politiques. On peut parler d'autres choses. Par exemple, le PDG de SNCF à plusieurs reprises dit qu'ils auraient besoin de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour le ferroviaire, pour qu'enfin les petites lignes puissent revivre, pour qu'il y ait des rails en bonne santé, pour faire vivre le ferroviaire. Et le ferroviaire, c'est important dans une pensée écologique, puisque c'est un mode de transport écologique. Donc, bien évidemment, l'État n'a pas répondu à cette demande, mais je vais vous dire autre chose, c'est qu'il y a une coalition un peu particulière, NUPES, donc la gauche, et les Républicains, la droite, qui a proposé un amendement lors du débat du budget, qui était un amendement plutôt humble, de 3 milliards. Tout à l'heure, on parlait de 100 milliards sur 15 ans. Sur 15 ans, là, on parle juste de 3 milliards d'euros pour le ferroviaire. Et le gouvernement l'a rejeté. Et en plus, il l'a rejeté avec mépris parce que Clément Beaune, le ministre des Transports, a dit mais attendez, c'est Noël, c'est Halloween, ici les milliards volent en escadron, en gros, on ne peut pas, tu vois. Et donc, ils ont rejeté cet amendement, puisque de toute façon, ils avaient déjà prévu de choisir les amendements qui leur conviendraient avec le fameux 49.3. Donc, en gros, quand on voit tout ça, le fait qu'en fait, ils détruisent le ferroviaire, que le ferroviaire perd en longueur de ligne, pendant que les routes pour voitures gagnent en longueur de ligne, etc., on se dit que... C'est des choix politiques. On se dit que c'est des choix politiques, mais on se dit que cette idée de RER régionaux est quand même un peu en contradiction avec toute leur action politique à eux, mais aussi au gouvernement précédent, sur ce qui concerne les transports publics. Mais vous avez raison, il faut qu'on fasse des articles plus précis sur ce qui se passe en région. On va le faire. Alors là, il y a de vous, lui, j'y arrive. Malgré mes opinions concernant la politique de Pécresse, force est de constater que la région Île-de-France, comme toutes les régions, sont aussi et surtout prisonnières d'une mauvaise organisation État-région, avec un État qui se déleste de la gestion de nombre de services publics sans donner de contrepartie financière à la hauteur. Ouais, c'est ce qu'on a écrit aussi, c'est-à-dire que en fait, nous, on regarde en précision ce qui a été fait par Valérie Pécresse et force est de constater qu'elle est une mauvaise gestionnaire, contrairement à ce qu'elle dit tout le temps, notamment en ce qui concerne IDFM. Parce qu'en fait, je dis qu'elle est une mauvaise gestionnaire, je m'explique, c'est pas juste une attaque gratuite, hein. Nous, on est journalistes, c'est qu'en fait, elle fait des projets qui sont considérés par tout le monde, y compris par l'opposition, comme nécessaires pour améliorer la qualité des transports publics franciliens, notamment des gros chantiers. Mais en fait, elle cherche jamais de nouvelles recettes. Et là où la droite ne veut pas chercher de nouvelles recettes, c'est surtout auprès des entreprises. Alors, elle a changé d'opinion quand elle s'est retrouvée dans une impasse financière totale. Mais en gros, c'est-à-dire qu'augmenter les cotisations des entreprises, par exemple, sur le pass Navigo, c'était quelque chose auquel elle s'opposait jusqu'à la dernière minute où elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était dans une
telle impasse financière et que depuis tellement d'années, elle ne cherchait pas de nouvelles recettes que là, elle a été obligée de le demander. Ce qui a été refusé par le gouvernement, puisque le gouvernement refuse toute augmentation des impôts de production, comme ils disent, donc toute augmentation de la taxation des entreprises, en fait. Entreprises qui, par ailleurs, profitent bien du service public des transports franciliens, puisque c'est grâce à ces mêmes services publics de transport que leurs salariés viennent tous les jours au travail. Très bien. Alors, avec l'ouverture à la concurrence, ça sent les salariés mal payés qui devront être multitâches. Est-ce que aussi, en plus, moi je pose une question, hein, je me permets, c'est quoi la différence entre ouverture à la concurrence, privatisation est-ce que c'est la même chose? Alors, l'ouverture à la concurrence dans les transports publics, ça c'est intéressant. Donc, on commence par le début. C'est à peu près 2007 ou un petit peu avant. C'est une décision européenne. Et en fait, souvent, IDFM, la RATP disent, ben voilà, c'était une décision européenne qui a été traduite ensuite dans la loi française, une réglementation européenne qui a été traduite ensuite dans la loi française, et donc on ne peut pas s'y opposer. Mais en fait, il faut revenir un petit peu plus en amont. J'en ai discuté tout à l'heure avec Martine Orange et Romaric Gaudin, qui sont des puits de science et qui étaient là bien avant moi. Et qui ont beaucoup de fans parmi les gens qui nous regardent en dont général. Moi je suis une de leurs fans. Si. Voilà, donc en fait, à cette époque-là, la France avait ses champions un peu industriels qui étaient Veolia et Transdev. À cette époque-là, Veolia s'occupait de transport. Elle ne s'occupe plus de transport aujourd'hui, mais voilà. Et donc, en ayant en tête qu'ils avaient ces deux champions-là qu'ils voulaient favoriser, ils ont été favorables à la mise en concurrence des transports publics. Et donc, quand c'est passé au niveau au niveau européen, en fait, ils ont été favorables. L'État a été favorable à la mise en concurrence. Elle l'a soutenu. Et puis après, ça a été adopté en 2007 et c'est devenu une loi française ensuite. Donc, sauf que Veolia ne s'occupe plus de transport. Pourquoi ? Parce que le privé-privé, c'est-à-dire les entreprises réellement privées, qui ne sont pas des filiales privées de secteur public, ne s'intéressent pas au transport pour la simple et bonne raison que ça ne rapporte pas de l'argent. Les transports, ça coûte de l'argent et ça en rapporte très peu. Vous avez beau massacrer vos salariés en termes de conditions de travail, réduire au maximum la masse salariale, dégrader le service, les transports, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc, sauf que maintenant, on se retrouve avec cette réglementation qui devient donc loi en France et qui amène des débats, c'est vrai, sur les mots. Est-ce qu'on dit privatisation ou est-ce qu'on dit mise en concurrence ? En gros, ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2025, c'est que le réseau des bus, parce que ce sera d'abord les bus, après ce sera les autres modes de transport public jusqu'en 2040, ils ont pour le faire. Mais au 1er janvier 2025, les bus, le réseau sera découpé en lots. Et donc, chaque lot sera attribué à l'opérateur qui sera le mieux placé, on va dire. Et donc, IDFM ne travaillera plus que maintenant. IDFM travaille juste avec la RATP, qui est l'opérateur unique pour l'ensemble des transports franciliens. Première couronne. Maintenant, en fait, IDFM regardera à chaque fois, pour chaque lot, quel est l'opérateur qui propose l'opération la plus intéressante, en fait. Donc ça se passera à partir du 1er janvier 2025. Et pour répondre à la question de Terence 1124, effectivement, les salariés vont en pâtir. Parce qu'en fait, dans le cas de cette ouverture à la concurrence, il y aura ce qu'on appelle le contrat social territorialisé, qui va en fait être le modèle de contrat sur lequel tout le monde doit s'aligner pour être à peu près sur les mêmes conditions de travail pour des salariés qui travaillent à Keolis, à Transdev ou à RATP Dev, qui est la filiale privée de RATP, qui agira sur ce marché-là, qui sera un marché libéralisé. Voilà. Et en fait, ce contrat, il est catastrophique pour les gens qui ont un statut, parce que c'est la fin de leur statut. Donc, à la RATP, c'est la fin de leur statut. Et donc, progressivement, ils vont vers ce contrat social territorialisé en travaillant plus. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec les contrats. Et donc, déjà que la RATP a du mal à embaucher notamment des machinistes parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils travaillent le soir, parce qu'ils travaillent la nuit, parce qu'ils travaillent le week-end, parce qu'ils travaillent les jours fériés, parce que leur paye n'est pas mirobolante. Si en plus, on leur ajoute à chaque fois des destructions de leur propre statut pour aller jusqu'à l'ouverture à la concurrence, on se demande en fait vers quoi on va. Deuxièmement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que
cette ouverture à la concurrence, c'est une fausse ouverture à la concurrence. Toi, Tariq, demain, tu vas prendre le bus là, juste en bas de Mediapart, tu n'auras pas le choix entre 3 ou 4 opérateurs. En fait, ce sera IDFM qui aura décidé pour toi que sur ta ligne là, ce sera tel opérateur et tu paieras ton billet et tu seras amené par un chauffeur avec telle condition de travail et toi, tu n'auras pas eu le choix en fait, si tu veux. Voilà. Et ça pose plein d'autres problèmes. L'ouverture à la concurrence, elle coûte près de 5 milliards d'euros. Okay. Selon les administrateurs IDFM que j'ai interrogés, ce qui est beaucoup quand je vous disais tout à l'heure que la dette IDFM 2023 était de 11,6 milliards. Et c'est aussi, enfin, je suis désolée sur l'ouverture à la concurrence, on aurait tellement à dire, mais c'est une casse de la RATP. Parce qu'aujourd'hui, la RATP, elle a les bus, elle a les dépôts, elle a les lieux de maintenance, mais sur l'ensemble de la première couronne. Donc pour l'ouverture à la concurrence, en fait, elle se fait dépecer. Donc IDFM, c'est ça qui coûte cher en fait. Lui rachète les bus, lui rachète les dépôts et lui rachète les lieux de maintenance et après elle les louera aux sociétés qui auront gagné le lot, tu vois. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé à la SNCF. C'est ça. Voilà. Et surtout, ça coûte un argent monstre et ça ne fonctionne pas. Ça coûte un argent monstre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des économies d'échelle qui sont faites quand tu as un gros groupe. Par exemple, la RATP qui gère toute la première couronne, elle peut faire des économies d'échelle en faisant travailler ensemble les lieux de maintenance, en mutualisant les dépôts, etc. C'est des économies d'échelle qui sont calculées en milliards, en dizaines de milliards. C'est énorme. Et en fait, ça va disparaître si on découpe tout au couteau. Et puis, on a vu comment ça ne fonctionne pas, l'ouverture à la concurrence, dans la deuxième couronne, qui est déjà ouverte à la concurrence depuis 2021, avec des services Keolis et Transdev qui maltraitent leurs agents, mais maltraitent aussi les usagers. Et pourtant... on y va droit devant, on continue. Et ça, c'est c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière sur. Je sais on pas pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas s'il pourrait y avoir un retour en arrière en termes de loi, je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais mettons, on pourrait imaginer une région qui ne joue pas le jeu, tu vois, et qui dit, en fait, nous, on accorde tous les lots à la RATP. Parce que la RATP, c'est un acteur majeur, reconnu internationalement, qui a le savoir-faire, qui a les agents, pas assez, mais qui a les agents, qui a le patrimoine aussi. Donc, on leur accorde à chaque fois les lots. On avance un peu sur les questions. Alors, la région pense que l'ouverture à la concurrence va régler le problème. Est-ce que la région est toujours pour ? Donc, Valérie Pécresse est pour cette... Ah oui, mais elle est à fond pour. Il y a une lettre de plusieurs élus d'opposition, notamment de gauche, qui l'appellent à au moins changer la date. Ouais. En fait, parce qu'en gros, on va avoir les JO en 2024, quoi. Ouais. Donc, JO 2024 avec une ouverture à la concurrence au 1er janvier 2025, je vous laisse imaginer le grand désordre. Donc, il y a plein on peut prendre une vidéo maintenant, se dire qu'il va y avoir le bordel pendant les JO, et on regarde ça. On regardera, voilà. Moi, je dirais, oh là là, ma phrase, j'ai été si mal alors, à Bruxelles, on attend notre RER depuis les années 90. Magnifique, facile de jeter toutes les responsabilités au niveau dessus. Alors, la France a-t-elle pas trop misé sur les TGV ? C'est à peu près similaire, mais c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est vrai. Ça défile en même temps. Ah, il y a eu plein de trucs, je suis désolée. Non, c'est là. Délaisse. Hop. Alors... On a franchement, pour connaître un peu mieux le sujet, les régions ne sont pas toutes blanches, mais l'État leur met des sacrés bâtons dans les roues. Ok. Alors, mais je ne vois pas en quoi la droite est contre la... Effectivement, là, ça se répond entre eux. Rappelons aussi que le coup de pouce sur le carburant à l'automne, décidé en 2 jours, a coûté autant que le coût de n'importe quel projet LGV actuellement dans les cartons. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui dit... Oui, ça c'est intéressant. Ce qu'on observe, c'est que l'ouverture à la concurrence amène d'autres entreprises publiques à se positionner, avec au premier rang des filiales des opérateurs nationaux historiques. Oui, en fait, en gros, pour la RATP, ceux qui vont se positionner, c'est Keolis, qui est une filiale privée de SNCF, et Transdev, qui est une filiale privée de la Caisse des dépôts. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le privé va pas se mettre là-dedans parce que c'est pas assez... Donc en fait, toute leur ouverture à la concurrence, elle paraît si factice. T'arrives à ton bus, t'as qu'un choix. En fait, l'ouverture à la concurrence, ça se fait avec des filiales privées, mais d'autres secteurs publics, parce que le privé, ça n'intéresse pas. C'est une grande désorganisation qui coûte cher.
c'est dogmatique en fait. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme toujours, ils cassent le service public à mort et ils se disent ah ben ça marche pas, c'est quand même un peu chiant. Et donc du coup, ils ouvrent à la concurrence parce que dogmatiquement, politiquement, ils pensent que si c'est géré par le privé, ça sera mieux géré. Moi, j'ai une petite question, même s'il y en a déjà pas mal. Après, tu disais, ils ouvrent d'abord les bus, ensuite le reste, mais du coup, pour le métro, c'est là, ils vont ouvrir à la concurrence certaines lignes. Oui, tout. Normalement, c'est pour horizon 2040, si je dis pas de bêtises. Ok. Et sur le RER, Ouais, sur le RER, j'avais des choses à dire. Si tu veux, ouais. Ou alors peut-être Je on sais fait. pas, On peut-être voit- on va voir. Mais oui, sur le RER aussi. Bien sûr. Alors, les explications très claires de Redja, je ne sais pas si vous la lisez souvent ou si vous la découvrez, mais c'est toujours aussi clair et brillant, je le dis, devant toi. Ensuite, j'espère qu'à l'avenir, Mediapart Oui. transport dans ses colonnes. Et oui, comme vous le savez, Oui, on est désolé. En fait, c'est vrai, on n'a pas assez fait. Et là, ce que j'ai fait, c'est pas assez non plus. Mais dès qu'on trouve le temps, en fait, on n'est pas très nombreux. Mais dès qu'on trouve le temps, on le fait plus, parce que c'est vrai, c'est un gros sujet du quotidien des gens. alors si une autorité organisatrice de mobilité truc. Ça y est, je suis vraiment fatigué, j'ai les yeux qui louchent. Truc, son appel d'offres pour la mise en concurrence. On n'en organise pas. Le tribunal administratif peut être saisi. S'il y a un moyen de retour en arrière, si il y a un moyen de retour en arrière via la loi de Ventose, me semble. Je suis désolée. Ouais, celle-là, je connais pas non plus. Bon, alors du coup, on a rattrapé le chat et vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur les transports, mais aussi sur comment tu travailles, etc. Tout à l'heure, tu disais que tu étais à Mediapart depuis moins longtemps que Martine de Fête et Romaric. T'es là depuis quand, toi? Depuis c'est quand même un peu. Depuis septembre 2019. La première année, j'étais alternante, donc je faisais la moitié de mon temps ici à Mediapart et l'autre moitié en Master 2 dans une école de journalisme. Et après, directement après, j'ai été embauchée au pôle social où je suis toujours. Très bien. Alors là, il dit c'était pour dire que c'était pour dire que les régions ne pourront pas éviter la mise en concurrence. Ok. Oui, mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette loi-là, qui est relative à l'organisation des transports publics, qui est en application du règlement européen de 2007, c'est à ce moment-là que la France, elle aurait pu bouger. C'est à ce moment-là qu'elle aurait pu dire non, en fait, c'est trop important pour moi. Pour moi, c'est un service public, ça peut pas être démantelé. Et en fait, elle aurait pu faire porter sa voix au niveau européen et s'y opposer. Ce qu'elle n'a pas fait, puisque c'était pas dans son intérêt, puisqu'elle voulait favoriser ces champions nationaux là, Transdev et Veolia, et puisque dogmatiquement la France pensait que ce serait mieux géré par le privé que par l'État. Oui, ce que Mediapart rappelle souvent, c'est quand on dit à l'Union européenne ou c'est l'Europe, en général, c'est aussi un bon nombre de députés français à l'Union européenne. Donc c'est les mêmes politiques. Quand quelqu'un dit oui, mais en 2007 c'était Sarko, moi je parle pas de Emmanuel Macron, je dis l'État. En fait, ce qu'on raconte aussi dans l'article sur les RER régionaux, c'est-à-dire que la casse des transports publics, elle n'a pas été faite par Emmanuel Macron. C'est des décisions de plusieurs gouvernements, depuis des années. Alors, mise en concurrence, on est sur quel type de marché? Appel d'offres ou DSP? Et on dit bonjour. Délégation de service public. Non, moi c'est appel d'offres, si je dis pas de bêtises. Et on dit aussi bienvenue à Blend Router qui fait son premier commentaire. Alors, c'est une phrase pour tellement de problèmes qu'on invente là. C'était aux alertes précédentes qu'il fallait réagir. Et oui, on est en train de faire un Don't Look Up version transport, version RATP. Et oui, moi, j'ai juste un truc sur le RERB, c'est ma petite passion. Tout simplement parce que je la prends. Je le prends. Oui, le RERB. C'est parce que depuis pas longtemps, je le prends. Pour vous raconter ma vie, c'est parce que mon amoureux, il habite au bout du RERB. Allez, Revelation. Et donc, en fait, on a fait un article sur le RERB parce que c'est aussi la ligne la plus symptomatique des catastrophes. Et c'est une catastrophe, cette ligne. Il y a 1 million de voyageurs quasiment jusqu'à 1 million de voyageurs quotidiennement sur cette ligne. C'est la deuxième la plus chargée d'Europe et elle n'a que des problèmes. Déjà, elle a 4 terminus. Parce qu'en fait, des deux côtés, elle a 2 terminus, tu vois. Déjà compliqué à gérer. En plus, elle est gérée côté nord par la SNCF et côté sud par la RATP. Ce qui aussi entraîne tout un tas de problèmes. Oui. Mais surtout, elle a des rames des années 80.
Alors, les nouvelles rames arrivent, mais pour que l'ensemble du parc soit changé, ce ne sera pas en 2028-2030, ce qui veut dire que là, en fait, on a des rames qui roulent dans des états catastrophiques. Moi, j'ai régulièrement des chauffeurs de RER, des mainteneurs qui m'envoient des photos, une poignée qui leur est restée dans la main, un siège pour conduire qui est tout cassé. Bon, là, ils ne peuvent pas conduire quand c'est comme ça. J'en avais publié quelques-uns sur Twitter, comme ça, des photos. Donc, des rames catastrophiques. Ne parlons pas de l'état du rail, etc. Bon, les rames vont être changées par Alstom. En fait, le contrat a été passé par Bombardier. Et Bombardier avait proposé un contrat pas cher. Sauf que Bombardier, entre-temps, a été racheté par Alstom. Et du coup, Alstom s'est retrouvé avec un contrat qui les arrangeait pas parce qu'ils disaient les gars, vous avez passé un contrat pas cher. Comment on va faire? Donc, imbroglio en justice, etc. Ça a duré des plombes. Et finalement, Alstom va faire ses rames. Donc, les rames vont arriver, mais c'est pas tout de suite. Et surtout, on a un gros problème qui est un problème politique. Et c'est pour ça que pour moi, il faut politiser la question des transports publics parce que ce sont des décisions politiques. C'est pas un chauffeur de RER qui s'est endormi ou qui vient pas ou qui fait la grève parce que c'est tout le temps des grévistes. Non, en fait, c'est des décisions politiques qui mènent à cette dégradation du service. C'est qu'en fait, entre Châtelet et Gare du Nord, il y a un seul tunnel pour le RER B et le RER D. C'est une décision qui a été prise dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas autant d'usagers. Ils ne s'étaient pas projetés plus loin que ça en disant c'est bon, ça va passer en heure de pointe. Le B et le D vont passer. Et donc, ils avaient imaginé que 12 RER D et 20 RER B passeraient sur le même tunnel dans les heures de pointe. Spoiler, ça passe pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes sur le RER B et donc sur le RER D parce que comme ils partagent le même tunnel, en fait dès qu'il y a le moindre souci sur l'un des deux, ça impacte les deux. En plus les intervalles sur les lignes sur ce tunnel en heure de pointe, il est de moins de 2 minutes pour faire passer des RER géants. Vous imaginez que ça fait des problèmes et donc là encore, c'est une décision politique parce que ça fait des années et des années qu'il y a des agents, notamment syndicats à la CGT. Depuis peu, il y a même un administrateur IDFM qui est un ancien conducteur du RER B qui s'appelle Philippe Juravet, qui est à la France Insoumise, qui leur dit « Mais mettez-nous un deuxième tunnel, enfin réfléchissez. Cette ligne sera de plus en plus grosse parce que sur les territoires qu'elle dessert, il y a de plus en plus d'habitants. Donc là, on a un problème, mais dans quelques années, on aura un gros problème en fait. Donc faites quelque chose. » Ils ne l'écoutent pas et ils préfèrent investir dans un projet qui s'appelle Nexteo, qui coûte de plus en plus cher. Actuellement, il coûte 1 milliard, qui est un projet technologique qui, en fait, est une espèce de logiciel pour faciliter les choses, qui est censé, en fait, faire passer tous ces trains grâce à la technologie. Waouh, avec des algorithmes et tout. Ouais, en fait, sauf que le prix n'arrête pas d'augmenter et les gens qui portent ce projet de Nexteo n'arrêtent pas de tempérer sur ce que ça va apporter parce qu'ils disent en fait on aura peut-être un train de plus à l'heure ou deux en heure de pointe, ce qui n'est pas énorme pour 1 milliard d'euros. Et le PDG de SNCF Réseau qui s'appelait Luc Lallemand l'a dit devant les administrateurs IDFM, il leur a dit moi je me retire de ce projet-là qui est porté par SNCF, RATP, parce que ce sont les deux opérateurs qui gèrent la ligne B. Je me retire de ce projet parce que c'est n'importe quoi, ça coûte trop cher. Je traduis, il parle bien sûr pas comme ça. Ça coûte trop cher et ça va pas nous rapporter grand-chose. Et bye bye Luc Lallemand qui a été remercié par l'État le 28 septembre pour cause de trop d'honnêteté. Ça faisait plusieurs fois qu'il était trop honnête sur des dysfonctionnements. Et l'État n'a pas apprécié qui est actionnaire de SNCF. Et donc, voilà, il a été remercié. Alors, du coup, là, on a Mediapart a publié des articles sur le Charles de Gaulle Express, CDG, parce que ça n'annonce vraiment pas que du bon pour le RER B. C'est la conclusion. Alors, donc là, je vous parlais du RER B. C'est la conclusion de l'article sur le RER B, le CDG Express. Donc, le CDG Express... Ouais. C'est celui-là, hein? Ouais, c'est celui-là. Je vais vous le montrer. Ouf, je l'ai trouvé. Donc le CDG Express, c'est le Charles de Gaulle, gare de l'Est sans arrêt, avec des billets à plus de 20 €. Donc c'est clairement pas pour les usagers quotidiens du RER B. Et donc ce train qui sera un train spécial aéroport, les billets donc seront chers et il passera sur les mêmes lignes que le RER B.
Et pour installer ce CDG Express, il y a des travaux qui sont faits depuis 2019, qui vont continuer jusqu'en 2027. Donc, ça fait 8 années de travaux et qui rendent insupportable le quotidien des gens qui vivent sur la ligne B, puisque le service s'arrête à 22h45 et il y a beaucoup de week-ends où il n'y a pas du tout de RER B. C'est les fameux Donc, travaux, d'accord. Voilà, les banlieusards, débrouillez-vous pour vos week-ends. Vous restez là-bas, là. Vous restez à Vergalin, vous restez à Mitry, mais vous ne venez pas à Paris parce qu'on fait des travaux pour permettre à une clientèle assez aisée de ne pas vous côtoyer dans les rames de Charles de Gaulle à Gare de l'Est. Et je dis ça parce qu'en fait, Charles de Gaulle, Gare de l'Est, c'est déjà fait par le RER B. Donc, il y a déjà un transport public qui le fait. Ouais, Mais eux, ils veulent réserver à une certaine classe, clairement. un certain train. Voilà. Et donc, en plus, l'État a financé, parce que sinon, c'est pas rigolo, avec un prêt de 1,7 milliard pour ce CDG Express, qui est une fausse bonne idée selon les maires des communes alentours et selon les usagers qui, déjà, n'en pouvaient plus de la qualité du RER B, et qui, en plus, là, se tapent des chantiers qui ne sont pas faits pour améliorer leur quotidien, mais pour installer le CDG Express, qui, de toute façon, ils ne prendront pas. Voilà. Il y a Ubik qui nous dit « Vous avez pas de chance, les Parisiens, je suis bien mieux en province avec mon âne et ma charrette. » Moi, je crois pas ça, parce que dans le Tarn-et-Garonne, là où, je sais plus, je crois que c'est à côté du Tarn-et-Garonne, où il y a un projet, justement, ce que tu disais tout à l'heure, là, un grand projet inutile pour faire une autoroute à un endroit, et de la même façon, ça coûte des milliers, alors qu'il y a déjà une route. Très bien. Donc, en fait, les problèmes de transport, comme tu le disais, c'est des problèmes de flux, de connexion et d'interconnexion. Donc, je pense que... Oui, et surtout, je suis bien mis en province. Bon, je pense que c'était une blague, mais Ouais. moi, je viens de Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas de transport public pour... quand que j'étais une jeune fille, je voulais aller me balader à Perpignan. Tu avais 3 bus pour y aller, 3 bus pour rentrer. Donc, il fallait absolument pas le louper, sinon tu étais... t'étais bloqué, quoi. Et en fait, tu étais complètement 100% dépendant de la voiture. Ouais, non, moi qui ai grandi à Marseille, pour le coup, on a eu la merveilleuse chose. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas en ce moment, donc je voudrais pas dire n'importe quoi, mais on avait des bus de nuit qui s'arrêtaient à 23h. C'est quand même priceless. Et des trains, et les vélos, quand les Vélib sont arrivés là-bas, qui s'appellent le vélo, ils s'arrêtaient aussi la nuit. Donc, en fait, tu n'avais juste pas de moyen de prendre les transports quand tu n'étais pas au centre, parce qu'en fait, au centre, tout se fait à pied à Marseille. Mais après, quand tu vas un peu plus loin, en fait, c'est plus compliqué, comme d'habitude. On avait, je crois, il me semble qu'il y avait même un article qui était sorti dans Mars Actu sur les lignes pour les riches. Il y avait une ligne qui s'arrêtait à aucun arrêt de bus. Ah, En fait, voilà, si tu le... Ouais, c'était assez passionnant. Bref, j'arrête avec les anecdotes marseillaise. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires de YouTube que le mec avait un accent très parisien. C'était insupportable. Je l'ai pris pour moi et je l'ai pris très mal. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a ? On s'adapte. Hein. On s'intègre à Paris. Le tunnel Châtelet, Gare du Nord, vieux serpent de mer depuis au moins 20 ans, si ce n'est plus. Alors, Tiker, en août 2022, la SNCF Réseau a fait savoir qu'il renonce à déployer Nexteo, et qu'il n'y aura donc pas d'augmentation du nombre de rames pouvant circuler dans le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet. Léal. Ça, c'était SNCF Réseau, Luc Lallemand, si je ne me trompe pas sur ce nom, j'espère que je ne me trompe pas. Donc il avait dit, oui, c'est vrai, il avait dit, moi je me retire, ça coûte trop cher et ça ne va rien apporter. Mais il a été remercié en fait, le 28 septembre. Donc toi tu parles en août 2022, Taker, un mois après c'était fini de lui, quoi. Ok. Alors, l'Allemand qui a été débarqué à la tête de la SNCF Réseau pour avoir eu l'outrecuidance de demander plus d'argent. Oui, en fait, ça faisait plusieurs fois qu'il avait été trop honnête. Donc, ils l'ont dit, écoute, ça va pas le faire. Juste ils se sont inspirés des trams Saint-Exupéry à Lyon ou quoi ? Et comme quoi, les transports, c'est un problème national. Hein. Alors, et à terme, le Charles de Gaulle Express réduit les capacités de renouvellement, de retournement, à l'aéroport du RER B, ce qui va nuire à la ponctualité du RER B. Non, mais le CDG Express, c'est vraiment problématique. Hein. Autant sur le nombre d'années de... J'arrive pas à parler aujourd'hui ? Non, c'est normal, il y a une caméra devant nous. Bon, en fait, ça casse le quotidien des gens pendant 8 ans parce qu'il y a des travaux, des travaux sur la ligne pendant 8 ans.
Mais c'est aussi que ça coûte cher, donc on se demande à qui ça s'adresse. C'est aussi que l'État, il a prêté pas mal d'argent, 1,7 milliard, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi que ce service, il est déjà rendu par les transports publics classiques. Donc oui, ça fait quand même beaucoup de questions sur ce CDG Express. Et en plus, on se demande, alors ça, je ne peux pas le dire de manière affirmative, mais beaucoup d'administrateurs IDFM, d'élus locaux, se demandent si en fait ce CDG ne va pas être prioritaire. Parce qu'en fait, sur cette même ligne du RER B, donc tu as le RER B, tu as les trains de marchandises, tu as autre chose, je crois, et tu auras aussi le CDG Express. En cas de problème, qui passe en premier ? Donc il y en a beaucoup qui imaginent que ce sera le CDG Express qui passera en premier. Il faudra voir, on verra. Je n'ai pas l'info sur ça. Alors, ici à Toulouse, on dit bonjour à Aki Ninja, qui nous rejoint aussi. Ici à Toulouse, on a un projet utile, mais on sera tous morts d'ici 2028. Je ne vous le souhaite pas. C'est dans pas très très longtemps. Mais je ne connais pas l'histoire des transports à Toulouse. Alors, ensuite... Il y a quelqu'un qui dit que déjà à la SNCF, c'est déjà pénible en fait l'ouverture à la concurrence. Non, mais en fait, l'ouverture à la concurrence, elle a montré son inefficacité dans le domaine des industries électriques et gazières à la SNCF, mais les gouvernements, de manière dogmatique et libérale, continuent d'y croire. Hein. Franchement, quand on interroge Valérie Pécresse, pas elle-même, mais c'est les gens qui travaillent avec elle, quand on la lit dans les interviews, elle croit dur comme fer à l'ouverture à la concurrence comme étant la solution pour les transports publics franciliens. C'est quand même assez étonnant. Ouais, il y avait la même chose non, pour les autoroutes, il me semble. L'ouverture à la concurrence récente. Non ouais. Oui, et tout à l'heure, tu disais la question sur la privatisation. Moi, je me suis fait engueuler. Alors, il faudrait que je vous retrouve ce mail, il est priceless, mais je me suis fait engueuler par IDFM. Alors, il y a quelqu'un qui travaille à IDFM qui a pris son clavier. L'article avait déjà été publié, c'est pas avec lui que j'avais discuté, mais bon, bref, qui m'écrit un mail pour me dire au fait, une erreur dans votre article, vous avez écrit privatisation. C'est une erreur qui m'engueule un petit peu et qui fait un smiley à la fin. Vous savez, le genre de smiley à la fin des mails qui n'est pas du tout agréable. Sauf erreur de ma part. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on peut dire privatisation. En fait, c'est la privatisation du réseau des bus. C'est bien évidemment pas la privatisation de la RATP, ce que j'ai pas écrit. Hein. Mais quand on dit c'est la privatisation de l'utilisation du réseau des bus. C'est exactement ça. Et en fait, eux ne supportent pas ce terme privatisation. Et donc, apparemment, écrivent des mails aux journalistes qui l'utilisent, qui ont l'outrecuidance de l'utiliser. Voilà. Voilà, le smiley passif-agressif. Ouais, on le connaît, celui-là. Alors, avez-vous des infos sur l'impact du Charles de Gaulle Express pour... Les habitants de l'Oise. De l'Oise, les Isariens. Je savais pas qu'on disait comme ça. Non, mais en fait, j'ai pas d'infos sur l'impact du CDG Express parce qu'il n'est pas encore là. Moi, j'ai des infos. Enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'impact des travaux du CDG Express. Mais après, je suis pas Irma, je sais pas ce qui va se passer quand ça sera installé. Et j'aurais appris qu'on dit Isarien, du coup, pour l'Oise. Tu sais, pour Aubervilliers, comment on appelle les personnes qui habitent à Aubervilliers? Non, là, en plus, j'y habite à côté, je sais pas. Alberti-Villarien et Alberti-Villarienne. Ok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et on salue tous les gens qui nous regardent d'Aubervilliers, évidemment. Si vous avez des questions à Khadija, peut-être on peut même, je sais pas si tu voulais parler un peu d'autres sujets, par exemple la réforme des retraites ou pas, on n'est pas obligé, de la mobilisation en cours, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais faire grève. Révélation. Non, bon, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà pas mal couvert, c'est-à-dire qu'on a analysé cette réforme sous plusieurs angles, c'est-à-dire cette promesse d'une retraite à 1 200 € qui en fait est une promesse assez fumeuse et ça a été expliqué par Dan Israël. Il y a ma collègue Cécile Hautefeuille qui a expliqué que cette réforme ne serait pas favorable aux femmes, comme l'explique sans cesse le gouvernement. Il y a Romaric Gaudin qui a écrit un super article pour expliquer que la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, c'était le pan d'une même pièce qui visait en fait qui sont des réformes qui visent à faire travailler les gens plus longtemps et à les mettre au service du capital plus longtemps. Voilà, donc ça, on a fait des analyses dans tous les sens. Usul, il a fait l'abécédaire pratique à l'usage du monde du travail sur la réforme des retraites qui est sortie aujourd'hui, qui est super, comme à chaque fois qu'il sort des vidéos, ouvrez les guillemets.
Ça, c'est le côté analyse. On a fait aussi le côté témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des gens? Donc, ça, c'est en manif, c'est pas mal parce qu'on fait des lives et donc on permet aux gens de raconter un petit peu leurs conditions de travail, quand c'est qu'ils vont partir en retraite. On l'a fait à chaque grosse mobilisation. Des lives, juste pour dire, c'est le vocabulaire Mediapart, c'est-à-dire c'est des notes d'articles qui arrivent en direct. Donc, C'est des mini-articles. voilà, c'est des. Mais qui arrivent et que c'est en accès libre. D'ailleurs, c'est pour tout le monde. Donc là, on a un peu la vie des gens. D'ailleurs, on l'a regroupé dans des portraits de travailleurs. C'est sorti aujourd'hui. Ça a été mis merveilleusement en page par Géraldine, qui a recueilli les témoignages qu'on avait mis dans le live. Et puis, il y a les séries dont on vous parlait tout à l'heure, sur les vieux travailleurs. Donc ça, c'est Vieillir au travail. Et l'autre qui est Mourir avant d'arriver à la retraite. Et pour lire tout ça, j'en profite parce que je l'ai pas beaucoup fait aujourd'hui, alors que la dernière fois, je l'ai fait 10 fois. Mais si il y a des gens ici qui sont pas encore abonnés à Mediapart et qui souhaiteraient l'être, il y a une offre gratuite pour 1 mois pour s'abonner à Mediapart, qui est là sous la page Twitch que vous êtes en train de regarder. Il y a 3 cases dans l'accueil. Il y en a une abonnement avec un canal d'abonnement qui est donc spécial pour cette émission, où c'est gratuit pendant 1 mois. Si vous êtes jamais abonné à Mediapart, et il n'y a pas besoin de rentrer le moyen de paiement. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a pas c'est pas reconductible. Donc en gros, il n'y a pas de piège, il n'y a pas il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner à Mediapart. Et en plus, si vous en avez les moyens, vous pouvez vous abonner avec un abonnement normal, parce que comme on le rappelle assez souvent, Mediapart ne vit que de ses abonnés. Abonnez-vous. Et n'a donc pas d'aide ni de l'État, ni des GAFAM, ni de publicité, etc. Donc voilà, tout pour laisser le temps à Khadija de faire ses articles et à travailler longuement sur les transports. La formidable Khadija. Oh. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu nous écoutes au loin, t'entends? Pour simplement parce que tu en parlais. Eh oui, C'est le bon moment. c'est le moment. Et on a beaucoup parlé de la mobilisation, Oui, de la grève, oui, de un la peu, un manifestation. petit peu. Alors, allez sur Mediapart, parce que le smoking gun sur Monsieur Dussopt, c'est en une ce soir. Tout à Voilà, fait. on en a parlé. Il a beaucoup menti, et donc, Mediapart arrive et rétablit la vérité. Voilà. Et du coup, Abonnez-vous. Hop, je le mets. Abonnez-vous. Merci Edoui. Donc ce dont il parlait, c'est le dernier article là qui vient de sortir. Hop, je le mets. Scène. Normalement, c'est bon. C'est l'affaire Dussopt, le document qui ruine la défense du ministre. Et voilà. Très bien. Les gens sont heureux. Bravo pour les articles Vieillir au travail que j'ai vus sur Instagram, très touchants. Merci Yves. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour aller les lire dans leur ensemble. Les gens sont heureux de voir Edoui. On remercie encore Jade à Tire-Larigot qui a mis le lien pour s'abonner directement dans le chat. Donc c'est hyper facile si vous nous regardez en live, évidemment. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, on vous salue depuis le passé. Mais il faut aller sur Twitch le lundi à 19h pour avoir ça. Alors, les journalistes de Mediapart font-ils grève? Je te laisse répondre à cette question. Oui, il n'y a En pas que partie. les journalistes et les non-journalistes. Une partie de la rédaction fait grève. Voilà, et on le dit à chaque fois que c'est possible, sur le site, dans le côté le club de Mediapart. D'ailleurs, là, dès ce soir, vous pouvez voir salariés de Mediapart, grévistes et solidaires, par la section CGT de Mediapart. C'est sur la une du blog, enfin du club de Mediapart. Donc, quand on est en grève, on le dit. Et oui, on peut se mettre en grève, journaliste ou pas journaliste, parce qu'on est aussi des salariés. Tout à fait. Alors, si on est abonné, que faire? Lire les articles et les partager. Super la série sur les travailleurs âgés, bravo. Des remerciements. Première fois que je viens ici, bienvenue à toi, Yannick Tosk. Force à Mediapart. Est-ce que vous avez encore des petites questions à Khadija, l'interrogatoire? Est-ce que tu veux rentrer chez toi, manger et dormir? On peut, hein. On peut, oui. Ouais. Si les gens ils ont des trucs à dire, peut-être on n'a pas pris beaucoup de questions, mais peut-être qu'eux aussi ils sont fatigués et qu'ils sont en train de dormir. En fait. Non, peut-être en train de cuisiner, conduire. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas en train de conduire, sinon vous allez faire des accidents. Dans le métro, on ne sait pas où vous êtes. Mais ouais, n'hésitez pas dans le chat. 10 000... oui, ça c'est sûr. On l'avait mis pour
éviter des trolls parce que, comme vous le savez, Mediapart attire toutes sortes de personnes qui ne nous aiment pas forcément, mais aussi beaucoup de gens qui nous aiment. Donc, si c'est trop long, peut-être on pourrait le changer. Franchement, c'est un truc qu'on peut discuter. Ouais, les gens ils disent qu'ils sont en train de penser à la grève de demain, ils sont en train de faire leur pancarte et tout. En fait, ils n'ont pas le Ah oui. temps pour. Ouais, désolé, ils sont en train de gérer la révolution, que nous, on est là en train de parler des transports. Les transports, ça se trouve, demain, c'est nous qui devons les gérer. Hein. Alors, l'abonnement est à combien par mois? Alors, là, la dernière fois, je m'étais trompé. Mais il me semble que c'est 11 € par mois de base, enfin l'abonnement de base. Il y a un abonnement pour les précaires et pour les jeunes à 5 € par mois. Et il y a un abonnement de soutien à 15 € par mois, si vous le pouvez, pour soutenir la presse indépendante. Voilà, enfin pour soutenir Mediapart en fait. Et d'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire une petite annonce en exclusivité que vous n'aurez nulle part ailleurs pour l'instant. Hop, c'est que Mediapart fête bientôt ses 15 ans. Et donc à l'occasion de cet anniversaire, il va y avoir une soirée le 25 mars au 104 à Paris. Et ensuite, Mediapart ira à la rencontre de ses abonnés et de ses non-abonnés d'ailleurs, hein, partout en France. Donc je crois que c'est une quinzaine de villes. Donc voilà. On vous en dira plus très bientôt. Mais c'est toujours des moments, les festivals. Toi, t'en as déjà fait un festival de Mediapart? Oui, plusieurs. Où super. c'est des moments où on fait un peu ça, mais en vrai, on peut se parler vraiment. On peut rencontrer les gens, ils nous engueulent ou ils nous félicitent, c'est sympa. Eh bien, on croise les doigts. Vous recommandez quoi comme autre média sur les sujets sociaux? Ah ouais, bonne question. Moi, je vais pas dire plein de trucs. Je vais dire un journaliste. Je vous recommande de lire les articles de Damien Dole dans Libération, qui fait un travail qui pourrait ressembler à notre travail au pôle social à Mediapart, qui sont vraiment super. Il a écrit un reportage notamment récemment sur les coupures d'électricité qui sont faites par les salariés des IEG, des industries électriques et gazières, où il les suit. Et en fait, déjà, c'est assez rare pour un journaliste d'avoir accès à ce genre de moments, puisque c'est des actions qui sont illégales, et qui expliquent en fait pourquoi ils le font. De toute façon, il a une couverture des industries électriques et gazières qui est vachement intéressante. Il donne beaucoup la parole aux travailleurs et aux travailleuses. Je vous conseille de lire son travail. Trop bien. Voilà. D'habitude, les gens ils demandent des conseils de lecture. Là, on n'a pas encore cette question. Est-ce que tu veux donner... Mais tout à l'heure, en fait, voilà, on va dire la on vérité. dit la vérité aux gens. On dit la vérité aux Français. C'est qu'en fait, tout à l'heure, tu m'as posé la question de ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes et tout, en lien avec le social. Et en fait, j'arrive plus trop ces moments confession. Il n'y a pas une musique moment confession? Attends, je vais te trouver... on va écouter, on va chercher. Alors là, il y a la voix de Fabrice Arfi. C'est pas encore tout à fait confession. On a... Drum. Allez, c'est parti. C'est à toi. En fait, quand on travaille toute la journée sur des récits qui sont parfois durs à entendre et sur lesquels il est parfois dur de travailler parce que c'est des sujets qui touchent, qui rapportent à des situations difficiles, parfois des morts au travail, des accidents graves, etc. En fait, quand je rentre chez moi, j'arrive pas à lire des romans ou des livres sur le social. Je le fais plus. Ou à regarder des films sur ça ou des docus sur ça. Et donc, quand je rentre chez moi, je suis une jeune de base. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai regardé Avatar 2. C'est nul. C'est nul, c'est long. Ne faites pas ça. J'ai regardé la saison de The Last of Us. Hyper bien. Apparemment, ça ressemble vachement aux jeux vidéo. Mais voilà, du coup, j'ai des consommations culturelles qui sont des consommations culturelles de ma génération, de mon pays, de mon âge. Quand je sors du travail, alors bien sûr, ici, je lis ce qui est important que je lise pour écrire au mieux. Mais en vrai, quand je rentre chez moi, je regarde des trucs légers, quoi. À quand Redigia dans l'Esprit Critique, le podcast de Mediapart qui parle de culture? C'est l'occasion à chaque fois, cette émission, de vous présenter tous les trucs du journal. Hop, je vous montre juste rapidement. Où est-ce qu'il est? La scène. Hop. Tchouk. Là, on est chez Joseph Confavreux, peut-être que vous connaissez, qui fait donc un podcast tous les dimanches
avec comment on dit, pour pas dire des trucs culturels, je vais le dire quand même. Alors Il y a à des chaque fois c'est films, cinéma, théâtre, ouais. expo, etc. C'est Avec c'est pas que lui qui parle pendant 45 minutes, c'est des des chroniqueurs et des chroniqueuses. voilà, et particulièrement des Et chroniqueuses, c'est bien. particulièrement des jeunes, particulièrement des gens qui ne seraient pas invités, par exemple, oula, je scrolle un peu vite, vous allez vomir, qui ne seraient pas, par exemple, invités dans une émission de France Inter, genre Le Masque et la Plume, par exemple. Tu l'as vois. nommé tout, toi. Ouais, Genre, peur de rien, qui viennent me chercher. Le clash entre Le Masque et la Plume et Mediapart, j'ai hâte. Mais voilà, en gros, c'est vachement mieux. Parce qu'il y a d'autres voix qu'on n'entend pas. Ouais, des gens qui posent des questions. Allez, on y retourne. Alors... c'est super, Damien Dole de chez Libé. Ouais, grave. Il y avait un qui t'a demandé tout à l'heure, c'est quoi les... Voilà, ils vous engueulent sur quoi? Moi, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Genre quand tu es à... Ah, mais vous n'avez pas traité mon histoire. Ok. Des fois, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'en fait, nous, on traite effectivement parfois d'histoires individuelles, mais qui ont un impact plus général. C'est-à-dire, oui, je peux écrire sur ta situation, toi, personnelle, en tant que travailleur dans cette société, parce que tu subis de la discrimination syndicale, puisque dans cette entreprise... il y a beaucoup de discrimination syndicale, ou parce que c'est un exemple forcément qui est significatif, etc. Mais en fait, on ne peut pas écrire sur tout. Déjà parce qu'on n'est pas beaucoup, aussi parce que ce ne serait pas intéressant, et parce que écrire, c'est aussi choisir. Et donc, on fait des choix, et que des fois, les gens ne comprennent pas, ils se sentent vexés ou tristes qu'on ne leur ait pas rendu justice. Mais parfois... Parfois, en fait, le mieux qu'ils aient à faire, c'est aller voir un avocat ou de l'aide juridictionnelle ou d'aller parler avec quelqu'un d'autre et de leur faire comprendre ça. Parfois, c'est difficile, y compris pour nous, parce que c'est pas facile de dire non. Ouais. À des gens qui sont dans des situations de précarité, de conflit avec leur boîte et qui, en fait, croient plus à la justice, qui croient plus à la représentation du personnel, parfois à tort, parfois à raison, et qui croient en la presse indépendante. C'est difficile de leur dire non. On peut pas tout faire. Voilà. Tout à fait. Média. Ouais, rapport de force, c'est super, c'est vrai. Rapport de force? Ouais, c'est un média copain. Et c'est Vicas Coco qui nous dit ça. Ouais, c'est un super média sur les mouvements sociaux, elle a raison. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier de toute ta carrière entière? J'ai pas une grande carrière, mais il y a un article que je suis contente d'avoir fait. Non, mais il y a un article que je suis contente d'avoir fait. Ça s'appelle Booba et ses ultras. Et donc, c'est une enquête sur les méthodes du rappeur Booba, Eli Yafa, qui, avec sa communauté de 6 millions de followers sur Twitter uniquement, en fait, lance des vendettas contre pas mal de gens. Donc, et ça tourne, ça confine parfois, souvent, au cyberharcèlement. Et donc, quand il attrape quelqu'un, ça peut durer très longtemps, comme par exemple la femme de Maître Gims, qui est attaquée par Booba et ses followers depuis des années. Et dans cet article, en fait, je développe ces méthodes contre tout un tas de gens. Et en fait, j'avais pas vu. Moi, j'avoue que j'écoutais Booba depuis longtemps. J'aimais bien ses sons et je crois que je le suivais pas assez sur les réseaux sociaux. J'avais pas compris l'ampleur du phénomène qui est du cyberharcèlement de masse, en fait, industrialisé limite. Parce qu'en fait, sa méthode, c'est qu'en fait, il donne à ses followers comme sa victime. Il dit voilà, bon, il le dit pas comme ça, mais en gros, on comprend qu'il est en conflit avec quelqu'un et ses followers vont aller chercher des informations personnelles sur ces personnes, jusqu'au cyberharcèlement, jusqu'à des choses très graves. Et en fait, moi, j'ai découvert ça parce que je faisais des enquêtes sur les influenceurs et sur leurs méthodes. Et donc, dans ce cadre-là, je m'intéressais à ce que faisait Magali Berda, qui est à la tête d'une agence d'influenceurs. Et donc, bon, de mon côté, je faisais mes articles sur les arnaques au CPF, où j'interrogeais Magali Berda et plein d'autres qui faisaient de formation. Voilà. Qui après l'ouverture du marché du CPF, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi et il y a eu pas mal d'arnaques, dont certaines arnaques ont été promues par des influenceurs. Donc je fais ma petite enquête tranquille, en vidéo, à l'écrit et tout, et je m'intéresse à Magali Berda et là je vois qu'elle elle est en conflit avec Booba pour tout un tas de raisons que je n'expliquerai pas ici, sinon ce serait trop long, à part si vraiment les gens me le demandent. Mais en gros, Booba, qui était plutôt ami avec les influenceurs, les prend en grippe
pour des raisons qui sont personnelles que je ne vais pas expliquer là, mais qu'il y a dans mon article de toute façon. Abonnez-vous, je le mets. Abonnez-vous. Voilà. Et donc, il prend en grippe cette Magali Berda et il attaque sur des choses personnelles, sur des arnaques et tout, ce qui est compréhensible, mais puis après sur des choses perso, puis sur son physique, Oui, puis d'accord. sur sa judaïté, puis sur ses enfants. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de limite, ce qui fait qu'elle déménage à plusieurs reprises, sa fille se fait taper, alors on ne sait pas si c'est en relation ou pas avec ça, mais ça se passe exactement à ce même moment. Elle est en dépression totale, elle reçoit des milliers d'insultes, de menaces, enfin c'est extrêmement violent et quand je vois ça, je me dis: «Mais est-ce qu'il fait ça souvent?» Et en fait, je me rends compte que Booba fait ça souvent, c'est-à-dire de mener des espèces de vendetta numériques et donc il le fait avec Magali Berda, il le fait avec la femme de Maître Gims, il le fait avec d'autres rappeurs qui sont des gens qui ont quand même un peu des protections des avocats et cetera, mais il le fait aussi avec une jeune, cuisinière qui a juste fait un gâteau pour Magali Berda et donc il l'a considérée comme étant une traite ou une proche des influx voleurs comme il dit et donc ils vont en masse sur son compte, la pauvre jeune cuisinière a je sais pas 200-300 followers sur son compte Instagram, elle voit des gens venir l'accuser de tous les maux alors qu'elle elle a fait juste un gâteau pour une cliente qui s'appelait Magali Berda quoi. Il y a un beatmaker qui a travaillé pour lui qui s'est fait harceler parce qu'il était pote avec la mauvaise personne. Enfin bon, bref, il attaque tout le monde, les gros et les petits, avec la même violence. Et celui-là, je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a pris du temps et de l'énergie et quelques nuits, mais je me suis dit que c'était la preuve qu'à Mediapart, on peut penser la nuance. En fait, que moi, à Mediapart, je peux penser à la nuance. Mes collègues le font depuis des années, mais qu'en fait, on peut tout à fait critiquer et documenter les arnaques des influenceurs tout en en écrivant en fait sur les méthodes qui sont indignes de ce rappeur qui en fait confine au cyberharcèlement et qui même si elle se drape de légitimité parce qu'elles combattent ci ou ça, en réalité sont indignes d'une personne avec une telle notoriété quoi. Donc ça j'étais contente de le faire. Alors, on a eu quelques messages sur Avatar 2, drama. Ensuite, on nous parle d'Astérix, dernier film d'Astérix, qui a coûté des milliers. Mais là, il faudra demander à Joseph Confavreux, hein, probablement, ou d'autres. Il y a Faiza aussi qui gère la culture. Alors moi aussi, c'était la même chose quand je faisais mon enquête sociale sur les soignants pendant le Covid. Je voulais rien savoir sur le Covid et en dehors de mon mémoire. Eh ouais, c'est souvent comme ça. Alors, quand vous avez rédigé... Ah, il suit, hein, Terence, il est à fond. Hein. Ouais. Terence, tu peux lire ce qu'il dit ? Alors, quand vous avez rédigé un article sur l'histoire avec Magali Berda et Booba, vous avez temporairement désactivé votre compte Twitter pour éviter de subir les attaques des fans de ce dernier. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous finalement ? Mais oui, tout s'est bien passé. En fait, Booba, il a beaucoup tweeté mes articles sur les influenceurs. Parce que ça allait en quelque sorte dans son sens en fait. Donc là, je sais pas, il m'a retweeté 6 ou 7 fois avec ma tête en gros tout bon. Donc je me suis dit oulala, qu'est-ce qui va se passer quand 3 jours plus tard je vais publier sur lui, sachant qu'il le savait puisque j'ai fait le contradictoire avec des pages et des pages de questions. Le contradictoire, c'est quand tu leur poses des questions avant la publication. Bah oui. Ce qu'on fait à chaque fois. Bien évidemment. Et donc il était au courant, donc je me dis aïe, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, il n'a publié qu'un seul tweet qui était assez light. Je pense qu'il a joué intelligemment parce qu'en fait, il y avait tellement de témoignages dans cet article que, en fait, s'il avait essayé de faire monter la sauce là, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné et peut-être que ça l'aurait desservi. En tout cas, il nous a ignorés. Donc, bon, moi, j'ai eu, bien sûr, les gens ont lu, donc j'ai eu des fans de Booba qui m'ont envoyé un particulièrement, qui m'a envoyé une menace très, très claire. Après, j'en ai d'autres qui, depuis, de temps en temps, m'insultent ou m'invectivent sur les réseaux sociaux, mais franchement, pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, ça s'est bien passé, pardon. Donc, first time, il y a une personne qui vient d'arriver, donc Ekzukwar, qui dit « Promis, je m'abonne le mois prochain ». Mais comme je le disais, tu peux t'abonner gratuitement pour un mois si tu vas juste en dessous de Twitch. Et il n'y a pas d'histoire de rentrer des moyens de paiement ou de reconduction automatique. Donc, si tu veux t'abonner, même si tu fais beaucoup grève et que tu n'as plus beaucoup de sous, bah, tu peux le faire ce mois-ci. Et par ailleurs, grâce aux grévistes de Mediapart, qui sont quelque part par ici, vous avez des articles sur la question des retraites qui sont en accès libre. Les jours de grève, de rien.
Booba, l'influenceur harceleur contre les influenceurs voleurs. Hey. Tout le monde sait que le summum de la carrière de Kedja, c'est son article sur le RERB. Bah ouais. Les deux personnages sont aussi détestables l'un que l'autre. Ah oui, on veut tous les détails juteux. En plus, le reportage sur les influenceurs qui évoque rapidement le sujet. Alors. Il y a quelqu'un qui demande s'il m'a pas harcelé après. Ben non. Non. Il ne m'a pas écrit. Il a juste fait un tweet. Donc ça va. Alors, ils ont publié une sextape de Berda. Ça s'appelle Oui, qui n'est Zero. pas vrai. Hein. Qui est une fausse sextape avec un montage. Enfin bon, c'est une fausse. En fait, c'est pas que c'est un montage, c'est pas elle. Quand bien même ce serait elle, c'est pas des méthodes. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Ouais. Mais de toute façon, oui, c'est pas elle, mais ils ont usé de méthodes vraiment bon. Pas acceptable. Violence sexiste et sexuelle aussi et toujours dans Mediapart. Alors, il y a beaucoup de grévistes demain chez Mediapart. J'étais pas là au début, si vous en avez déjà parlé. Eh On n'a bien, pas le chiffre nous, moi je travaille pas au RH. Donc je ne sais pas le nombre de grévistes, mais ce sera très probablement dans les articles de blog qui seront publiés par les salariés en grève. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un article de blog qui est déjà en une et qui sera probablement mis à jour. Mais pour le dire tout à fait honnêtement, ouais, il y a quand même une bonne partie de personnes qui sont en grève. Après, c'est des vraies questions que se posent les journalistes. On est là derrière nous, c'est la salle où il y a la conférence de rédaction, et on a fait dans cette salle où il y a d'habitude la conférence de rédaction une assemblée générale avec des salariés, et voilà toujours des questions qui se posent de faut-il en tant que journaliste, notamment parce que sur les boulots technique, c'était moins le cas. Enfin, technique, en gros, les non-journalistes, parce qu'il y a plein de boulots différents. Mais pour les journalistes, c'était un peu, faut-il traiter, et où sommes-nous utiles, et puis quelle est la place d'un journaliste, salarié, documenté, etc. Donc, c'était des débats, pour moi qui ne suis pas journaliste, et qui suis plutôt à la modération des commentaires, passionnants. Mais comme dans toutes les boîtes, il y a des débats sur ces questions-là. Ça va, j'ai été assez neutre. Ouais, c'est ça. Notre seuil de tolérance, quand même, j'ai reçu une menace de mort, mais ça va, ça s'est bien passé. Oui, ça, c'est rédhibitoire. Hein. Toujours. Oui, c'était pas une menace de mort, c'était une proposition de bagarre. Ah, tu l'aurais battu de toute façon. Trop cool pour les articles dispo. Vous serez payé chez Mediapart demain. Eh ben, si on est en grève, non. Non. C'est le principe. Perso, mais il y a des caisses de grève partout, tout ça. Perso, j'attends d'avoir du temps pour vous lire. Eh oui. Mais depuis pas longtemps, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a quelques articles dans lesquels il y a des résumés en haut, pour que ce soit un peu plus, enfin pour voilà lire le résumé et lire l'article un peu plus tard et avoir un peu les informations importantes, et aussi des faces caméra comme tu l'avais fait d'ailleurs. Au moment des influenceurs, face caméra, où vous expliquez un peu vos articles. Ah, mais ça, c'était même pas un face caméra, c'était un sujet vidéo carrément. Okay, on avait fait tout le sujet en vidéo, ouais. Et il y a les articles lus depuis fort longtemps sur Mediapart aussi. Donc, si t'as pas le temps de lire, mais que tu te brosses les dents, que tu te coiffes les cheveux, que tu fais le ménage, que tu veux écouter un truc dans tes oreilles, tu peux faire ça aussi. Tout à fait. Alors... Vous pensez que la gauche pourra survivre? Ok, on s'en fiche. Ciao. Ok, bon, bah, il y a plus trop de gens qui ont des trucs à dire. Tout à fait. Eh bien, on n'a qu'à se dire au revoir. De toute façon, attends, il est quelle heure? Mais bien sûr, on a tenu le temps, en fait. Hein. Ah, j'étais contente. J'étais stressée. Regardez, j'avais fait un carnet avec plein de notes et tout. Ouais. J'avais annoté mes propres articles parce que je m'en souviens pas toujours. Mais franchement, en fait, ça s'est bien passé quand même. Mais j'espère que tu as été heureuse d'être avec nous. Oui, maintenant, ça y est, je veux revenir. Allez. Eh ben, écoute, à la prochaine fois. J'allais dire maintenant, je veux partir. Mais en fait, non, elle veut déjà revenir alors qu'elle n'est pas encore partie. Moi, vu que je vous ai déjà fait mes annonces au milieu, j'ai plus vraiment d'annonces à faire, si ce n'est qu'il faut réserver vos dates pour le festival des 15 ans de Mediapart. Si vous êtes à Paris, c'est donc le 25 mars. On nous parle? Non, on nous parle pas. J'ai l'impression qu'Edoui était en train de nous créer des choses. Et je sais pas, on a le droit de dire bonne manif aux gens qui seront en manif, bonne grève aux gens qui seront en grève, et puis bon travail pour les gens qui n'y seront pas. Lisez Mediapart, abonnez-vous, et voilà, c'est tout.
Écoutez Michel Legrand, en Ah masse. oui, ça c'est notre point, on peut le dire quand même, révélation, c'est notre point commun, on est fan de Michel Legrand. Moi, tout particulièrement des Demoiselles de Rochefort. Ça, c'est Pareil. le même, Ah oui, ok. oui, oui. Est-ce que vous voulez que on fasse un petit raid? Je sais pas s'il y a des gens connectés, et vu que j'ai fermé tout à l'heure la page de Twitch pour pas qu'on ait le retour, je vais essayer ça, voir si on a des gens en ligne pour lesquels on peut aller faire un petit raid. Ah, le Picket Stream, il est là? Je sais toujours pas. La dernière fois, j'ai fait trop vite et après on m'a engueulé parce que j'avais fait un raid chez Jean Massier alors qu'il y avait Picket Stream qui était là. Alors je ne sais pas. Tac tac, moi je suis. C'est hyper qui Piquet pour. de Stream, je Bah connais pas. écoute, moi je l'ai jamais regardé encore, je sais pas, mais du coup je fais confiance. C'est la confiance. Alors, est-ce que le festival ira en permanent? Oh là 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 là, c'est incroyable. Yves. Là, ça, Ok, c'est- il faut expliquer ouais, la ref. C'est que dans Les Demoiselles de Rochefort, il y a une blague comme ça. Il y a un mec qui va en permanence à Nantes. et qui Maxence, dit- pas n'importe quel mec. Ok, c'est Maxence, le plus beau des Demoiselles de Rochefort, l'amoureux, enfin voilà, le personnage quoi, qui va en permanence à Nantes et qui dit je vais en permanente. Et ça fait rire tout le Exactement. monde. Ou pas tout le monde, hein. Oui. On spoil pas, mais. Mais voilà, hein. regardez aussi le Ou film, pas il tout est le vieux monde, hein. aussi. Ouais, on spoil Tu pas, as les zéros, mais voilà. L'astuce est étonnante. Je le connais vraiment par cœur, c'est affreux. Alors, je suis en train. Est-ce que Attire Larigot s'en sort? Est-ce qu'elle peut m'aider? Parce que moi, je m'en sors pas, c'est ça que je voulais dire. Piquet de stream. Ah, pour un sous dans la caisse. Check Patoun, Red chez. Média, etc. Média, etc. Oui, on peut faire chez eux aussi. Ça dépend quelle heure qui piquait des